Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Tech Café. Vous écoutez un rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 11 juillet 2023 et c'est l'épisode 330. Alors c'est déjà un chiffre sympa en soi, mais c'est aussi le dernier épisode de cette 10e saison de Tech Café. 10e épisode classique, parce qu'on vous laissera pas seul durant cet été. Il y a des épisodes spéciaux qui vont arriver. On vous a concocté un petit programme de folie. Mais voilà, ça fait, je me rends compte, maintenant plus de 10 ans que j'ai créé ce rendez-vous avec d'autres compères. Le rendez-vous a vécu, a bien évolué, a grandi, a mûri même. Et donc voilà, je voulais en profiter pour souligner un petit peu à cette occasion un petit peu spéciale le fait que ça faisait un moment que ça durait et c'était grâce à vous qui nous écoutez. Et ça fait évidemment très très plaisir. Vous connaissez la mission désormais, vous apporter une info experte, sourcée dans un format agréable à écouter et pratique à consommer durant les temps morts de votre journée. J'aime bien citer à chaque fois le sport, le ménage, les transports, mais il y en a plein d'autres, des situations du quotidien où vous avez du temps de cerveau disponible et c'est évidemment pour notre plus grand plaisir. Et pour ce dernier épisode hebdomadaire, on ne déroge pas à la règle avec des sujets phares à ne pas manquer. Intelligence artificielle, réseaux sociaux aussi, avec d'ailleurs l'arrivée de Threads qui est intéressante. Et on va même parler un peu de médecine appliquée par intelligence artificielle. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Mais moi ça va très bien, toujours. Eh ben écoute, fidèle au poste, c'est bien, comme on le disait juste avant l'intro, enfin juste avant l'enregistrement de l'épisode, c'est un dernier épisode de la saison, mais les derniers jours d'école, on sait, les élèves ils enchaînent les films et les jeux de société, je l'ai vu avec mes fils. Toi de ton côté, t'as pas baissé les bras, pas comme les enseignants de mes enfants. Et tu as un programme, monsieur, faut bien qu'il y ait quelqu'un qui s'y colle. Faut aller jusqu'au bout, effectivement. Merci de relever le défi, Guillaume. Et vous l'avez peut-être compris en disant qu'on va parler un petit peu de médecine, parce qu'on a des sujets qui se raccrochent à ces sujets d'expertise. J'ai l'immense plaisir et honneur de retrouver une des nouvelles voix que vous avez découvertes durant cette dernière saison. Il est médecin, passionné de tech, auditeur engagé de Tech Café. C'est Steph, alias Steph500. Salut Steph et bon retour parmi nous. Salut, merci beaucoup pour l'invitation. On se sent presque à la maison là, j'ai enfilé les chaussons, je suis prêt. Voilà. C'est ça, au bout de 3 fois, c'est une habitude. Non, je sais plus comment on dit. Troisième, quatrième épisode, troisième. Excellent. Écoute, merci beaucoup d'être encore présent au rendez-vous. J'en profite avant qu'on aborde nos news. Donc, si vous trouvez qu'on remplit bien la mission que j'ai décrite juste avant, vous pouvez contribuer à la hauteur de quelques euros au financement de Tech Café. En fait, concrètement, vous choisissez même le montant qui vous est compté pour chaque épisode hebdomadaire, comme celui que vous écoutez actuellement. Et puis, vous nous aidez comme ça à pérenniser un petit peu le travail. Vous garantissez une nouvelle saison de Tech Café en septembre 2023. En échange, vous profitez d'un flux perso et privé qui vous permet d'écouter les épisodes sans la pub. Vous recevez les épisodes suppléments même quelques jours avant le grand public, avant tout le monde, avant le public abonné au flux public du podcast, et vous profitez d'un chapitrage hyper détaillé pour accéder ou revenir au passage qui vous intéresse le plus. C'est sans engagement. Vous pouvez nous soutenir uniquement sur une période donnée et bien entendu, comme j'aime à le répéter ces dernières semaines, rappelez-vous qu'évidemment sentez-vous libre en fait d'annuler cet abonnement et surtout envisagez-le uniquement si vous avez des conditions qui vous le permettent. On vous en veut pas si vous n'êtes pas en possibilité de le faire. patreon.com/Tech Café. Merci beaucoup en particulier à Kurgans, Pascal B, Jolan et Bastien qui ont choisi de soutenir Tech Café sur Patreon. Et puis je me dois de rappeler qu'il y a des avis sur Apple Podcasts, sur Podcast Addict et sur Spotify qui nous sont très précieux pour faire rayonner le podcast à ceux qui pourraient le découvrir. Je voudrais citer... Alors, je crois que c'est Mathieu écrit en lit, Mathieu 31, c'est M477H13U31, donc je pense que c'est Mathieu 31, qui a déposé cet avis sur Apple Podcast Belgique. Il a dit... Alors ça, c'est en réaction, j'ai pas exactement à quel épisode il fait référence, peut-être que tu vas voir en tête Guillaume, mais enfin bon, tu vas voir, c'est très précis. Si les apps tierces qui utilisent l'API Reddit ferment le 31 juin, alors on est tranquille. Guillaume P est tellement précis et rigoureux que la moindre faiblesse devient croustillante. Allez, sans rancune et 5 étoiles pour cet avis inutile et donc indispensable. Je pense qu'il a dû relever et honnêtement, on m'a pas fait d'autres retours. Je sais pas si t'en as eu toi Guillaume de ton côté, mais peut-être qu'il y avait une date de fermeture enfin de pas de fermeture, mais de bascule des API de Reddit à une date. Juillet, ouais. Voilà, bon écoute... D'ailleurs ça s'est passé, Boost il mort. Ah mais effectivement. Je confirme, Boost est mort. J'utilisais aussi.
Alors moi ça me fait un peu ni chaud ni froid, mais je compatis messieurs. Je suis convaincu que vous appréciez beaucoup, mais vous savez que je suis un peu allergique à Reddit. C'est pas bien, mais je sais que c'est là où se passent les infos en premier. Je compatis donc. Rendez-vous sur techcafé.fr pour terminer, pour commenter et retrouver tous les épisodes de Tech Café. Sans autre forme de procès, Guillaume, tu voulais revenir, alors même d'ailleurs sans aborder les news, avant même d'aborder les news, mais réagir à quelques remarques, parce que déjà on a eu une petite remarque de Kurgan à laquelle tu voulais réagir toi-même. Oui, et donc Kurgan, qui est un patriote, donc, et qui nous pose donc la question. Alors, il nous pose la question dans quelle mesure les IA avec lesquelles les humains interagiront demain modifieront leur système de pensée. Donc, il y a tout un texte avant, mais moi, c'est la question que j'ai retenue. Donc, c'est une question complexe, hein, évidemment. On avait fait 2 sujets, je pense, qui rejoignent un petit peu cette thématique, où on avait parlé d'études qui montraient que les modèles de langage avaient une influence sur les gens. Donc la plus récente, c'est même celle des posts Twitter, finalement, les posts synthétiques, qui sont encore plus efficaces que les posts humains pour convaincre de la désinformation qu'ils véhiculent. Je crois qu'on avait parlé la dernière fois. Et il y a aussi une étude toute récente, une autre étude qui rejoint un petit peu cette problématique, il me semble, hein, et donc on va regarder un petit peu ça, mais en fait on va en reparler quand on va parler de la détection des textes synthétiques, donc un petit peu plus tard dans le conducteur. Donc on va différer un petit peu et revenir sur un autre feedback qui concerne le sujet de la semaine dernière, puisque dans le dernier épisode, on touchait 2 mots de la lettre ouverte de 150 patrons et cadres européens contre le projet de la future réglementation sur les IA par la Commission européenne. Et donc, dans un sujet suivant, je disais à moitié pour rigoler quand même, hein, que en gros, les gens dans un sondage étaient en faveur donc d'un encadrement des IA. Et je disais un truc comme n'en déplaise à Renault, à Heineken, un truc comme ça. Donc à Heineken, parce qu'effectivement, ils font partie des signataires. D'ailleurs, c'est vrai que voilà, je m'en amusais. D'ailleurs, et j'aurais dû le faire évidemment la semaine dernière, plutôt que de lire un article du Financial Times. J'aurais dû mettre aussi évidemment le PDF de la lettre. Hein, ça aurait été beaucoup plus simple. Donc voilà, c'est corrigé. Vous trouverez donc ce PDF dans les notes de l'émission. Effectivement, là, il y a la liste de tout le monde. D'ailleurs, Heineken n'est pas la seule boîte qu'on ne s'attendrait pas vraiment à voir dans cette liste, parce qu'il y a aussi Pernod Ricard, Dr Oetker, Blablacar, Seb, Danone, Ravensburger, bon, voilà, entre autres, quoi. Et donc, on s'y attend pas, parce qu'en fait, il est quand même explicitement évoqué dans la lettre les modèles fondation, c'est-à-dire, en ce moment, là, ça désigne plutôt les grands modèles de langage comme GPT ou Palm, quoi. Mais bon, donc, je pouvais sous-entendre effectivement que les boîtes signataires ne voulaient pas de régulation, et on a eu un retour de Luc Julia qui disait qu'en réalité, ils veulent une régulation, c'est juste pas celle-là, en fait. Donc explicitement, il est écrit « Sous la version récemment adoptée, les modèles fondations seront lourdement réglementés et les boîtes qui les développent et les déploient seront soumis à des coûts et à des responsabilités disproportionnées. » Et plus loin, on lit aussi que il y a un besoin clair de s'assurer de la sécurité de l'usage de ces modèles, hein, vu leur profond impact qu'ils vont avoir sur la société. Mais les signataires ne veulent pas que ces régulations soient ancrées dans une loi avec une logique de conformité rigide et bureaucratique, je cite, qui serait inefficace. Donc la loi européenne devrait se contenter de donner des grands principes qui concernent les risques potentiels, l'implémentation concrète de ces principes étant confiée à un corps d'experts, créé au niveau européen, à même de s'adapter en contexte en évolution rapide, le tout avec un aller-retour constant avec l'économie. Donc là, en fait, j'ai fait que traduire, voilà, assez rapidement les passages de la lettre elle-même. Donc voilà, en résumé, ils veulent pas que l'Europe ait une loi définitive, voilà, sur comment gérer les IA précisément, juste des principes plus généraux. Ils veulent une sorte de bureau d'experts qui décide de manière plus contextuelle quoi faire concrètement. Et donc la semaine dernière, quand je citais le membre du Parlement européen, donc qui s'appelait Dragos Tudorache, et qui lui lisait en substance que l'industrie voulait se réguler elle-même, bah ça fait certainement référence à la question de qui sera dans ce bureau d'experts et aussi de la teneur peut-être hein, de ce dialogue constant, je cite, avec l'économie. Parce qu'évidemment, il faut trouver un équilibre entre intérêt privé et intérêt public, et voilà, c'est toujours un problème délicat. C'est pas facile d'arbitrer sur ces sujets. Moi, ce que je retenais en substance, hein, c'était qu'encore une fois, la volonté, elle était probablement de reconnaître qu'il y avait des besoins de régulation sur les usages, mais que ça allait peut-être un peu trop en amont pour ces entreprises. C'est vrai que ça me fait toujours sourire de voir et d'imaginer les applications de l'IA sur Heineken, par exemple, ou enfin bon, les autres marques que tu as citées. Mais on pourra en reparler. Steph, est-ce que tu avais suivi un petit peu ces discussions sur ces dernières semaines? Est-ce que tu voulais compléter d'un petit retour? T'es pas obligé, c'est pas un piège. Hein. Non, écoute, j'en avais entendu parler effectivement, mais après j'ai pas eu le temps de m'y pencher, et le retour qu'en a fait Guillaume
dans sa veille, et surtout le retour de Luc Julia, ça m'a pas mal éclairé, donc merci à eux deux pour ça. Ouais, ça clarifie un sujet qui est probablement pas évident parce qu'il arrive à marche forcée. Je pense que la publication des épisodes de Tech Café qui parlent d'IA semaine après semaine depuis 1 an maintenant montre à quel point ça va très très vite. Alors justement, on va continuer. C'est désolé, c'est le cœur de l'actu, mais qui est en plus passionnant, je trouve. On a des rapprochements géopolitiques qui s'annoncent en matière notamment d'intelligence artificielle. Alors que moi, j'aurais pas forcément soupçonné. Il s'agit de l'Europe et le Japon. Guillaume, est-ce que j'ai été complètement à l'ouest de pas voir ça arriver ? Puisqu'on parle d'Union européenne, Diane, on peut noter effectivement que Thierry Breton, donc commissaire européen au marché intérieur, est allé faire un tour au Japon à la chance. Bon, on remarque qu'en été, on meurt de chaud au Japon, c'est une catastrophe, donc voilà, visez plutôt la Bretagne l'été que le Japon. Mais bon, donc il y est pas allé pour faire du tourisme, pour discuter plutôt avec des officiels japonais, pour resserrer les liens, et lancer des coopérations sur le calcul haute performance, les ordinateurs quantiques et l'intelligence artificielle. Donc il y aura un comité pour un partenariat digital avec le Japon, donc partenariat digital Japon-Europe. Donc la semaine dernière, en fait, il y avait un petit peu la même chose qui avait été annoncée avec la Corée du Sud, et sur l'IA et la cybersécurité en particulier. Et donc le but de cette alliance, ça va aussi porter sur la fabrication des semi-conducteurs, et ça participe d'une stratégie assez claire de l'Europe pour essayer de réduire sa dépendance technologique à la Chine. Le Japon est toujours un acteur technologique majeur, c'est un fournisseur majeur de plein de composants, donc des puces, mais aussi des capteurs, des écrans. On pense à Sony, à Sharp, ou à Fuji, ou à Mitsubishi, ou Toshiba. Mais bon, même eux, ils se sont quand même fait aussi largement distancés par Taïwan quelque part, et même par la Corée. En termes de volume et de technologie, TSMC par exemple reste bien devant. C'est pour ça que, comme nous, ils ont lancé un plan d'investissement massif d'ailleurs, pour favoriser la fabrication de puces sur leur pays, sur leur sol, et que le pays d'ailleurs a aussi plus ou moins racheté JSR, qui est... Alors JSR, il fabrique des couches photosensibles, les couches en fait qui sont sous le masque de photolithographie. Bon, c'est un élément clé de la fabrication des puces, par exemple. Donc le but, c'est de resserrer les rangs entre puissances occidentales sur des sujets chauds, histoire d'avoir un plan B si un jour, ça tourne un petit peu un autre boudin du côté de Taïwan. Tu sais qu'on a toujours un petit peu peur de ça. Je veux pas te réadresser le micro, Steph, à chaque fois. Surtout, n'hésite pas à réagir. Je sais pas si tu veux reboucler là-dessus, mais moi, je l'avais pas vu venir en tout cas. J'avais pas vu venir, et je complète ce qu'a dit Guillaume tout à l'heure. Le Japon en août, faut éviter, très clairement. Ah bon? Faut éviter. Parce que trop chaud, parce que invivable. C'est vraiment trop chaud. Ok, ça sature. Ok. Est-ce qu'il y a un endroit maintenant dans les environnements tempérés jusque-là qui va être vivable au mois d'août? Je ne sais pas. Svalbard. C'est ça. Allez en Bretagne. On continue avec la régulation. Alors là aussi, ça fait partie des sujets que j'avais pas vu venir. Non pas qu'on n'avait pas abordé le sujet, mais je l'avais un peu perdu de mon périmètre de veille, je le reconnais. Et en ce début de mois de juillet, l'Europe, se rappelle à nos bons souvenirs concernant l'acquisition de Roomba. Vous savez, les aspirateurs robots par Amazon, Guillaume. Et j'aime beaucoup ta tournure dans les notes de l'épisode. C'est très drôle. On sent que l'ambiance a bien changé. Il se passe pas une semaine sans qu'une grosse acquisition soit remise en question par un organisme officiel, un pays ou un autre. Alors cette fois, c'est Amazon qui veut acheter Roomba, la marque bien connue d'aspirateur robot, pour 1,7 milliard quand même. C'est énoncé en août dernier, c'est clairement pas jeune. Tu sais, les lourdeurs administratives. En tous les cas, cette fois, c'est pas les Anglais qui bloquent. Donc la CMA est d'accord, comme quoi ils disent pas toujours non. Cette fois, c'est l'Union européenne elle-même qui va lancer une enquête. Donc le rachat, je cite, permettrait à Amazon de restreindre la concurrence sur le marché des aspirarobots et de renforcer la position en tant que la position dominante de leur marché en ligne. En fait, oui, sûrement, parce que c'est peut-être même le but de la manœuvre. Tu vas pas payer 1,7 milliard de dollars si c'est pas pour te renforcer économiquement. Ouais. Et bon, il y a aussi la question des données personnelles, parce qu'Amazon en a déjà énormément. Et avec Roomba, comme on l'avait évoqué, parce que les aspirateurs robots sont de plus en plus intelligents, donc ils collectent de plus en plus de données, y compris sur l'intérieur des maisons, quoi. Donc il y aura encore plus de données, encore plus intimes potentiellement. C'est un sujet que je trouve presque encore plus préoccupant finalement que la question de la concurrence, et sur lequel l'Europe va aussi se pencher. Alors à la différence de la FTC qui va se pencher aussi cette semaine, mais du côté économique plutôt du côté économique que sur le côté de la vie privée, elle va aussi étudier ce rachat de Roomba. Donc quoi qu'il en soit, l'Europe devra statuer sur un blocage d'ici au 15 novembre, donc on verra après l'été.
Bon, il y a l'échéance au moins, c'est clair, d'ici au 15 novembre. C'est vrai qu'on parle beaucoup des rachats de Microsoft pour Blizzard, Activision, King, etc. Mais moi, je l'avais vraiment perdu de mon scope. Et c'est rigolo de voir que ça pourrait capoter, en fait, à ce niveau-là. Peut-être, on verra. Alors on continue avec la régulation des IA parce que il y a toujours OpenAI qui veulent d'une part être régulés mais à leur manière, ça c'est important. Ils veulent surtout qu'on encadre leur activité, mais comme eux ils voudraient qu'on le fasse. Et puis surtout ils ont un peu de toupet, on peut le dire. Il n'y a pas que OpenAI, il y a les acteurs de la tech. Je sais que c'est pas bien de dire acteurs, les grandes entreprises de l'intelligence artificielle qui désormais voudraient qu'on évite de capitaliser trop sur le travail, là où peut-être eux, ils se sont pas forcément beaucoup gênés pour capitaliser sur le travail des autres, Guillaume. Si on parle de données personnelles, c'est sûr que Google veut résoudre de manière assez simple la problématique de la source des données pour entraîner ses IA. Il te demande tout simplement ton consentement via les conditions générales d'utilisation. Parce que Google vient de mettre à jour ses règles qui concernent la vie privée en les modifiant subtilement, donc désormais, tu dois être d'accord avec la phrase suivante. Nous utilisons des données publiques pour aider à entraîner les modèles IA de Google. Donc il est même mentionné explicitement Bard, donc Cloud, donc Google Cloud et Google AI en gros dans le même bloc, donc voilà tous les modèles IA en général. Alors la formulation est même assez étrange puisque il est question de données publiques, donc de manière très vague. Donc forcément tout ce que tu vas mettre comme données sur un service quelconque Google va être utilisé pour entraîner ces IA. Ça paraît assez clair, mais ça a même l'air de vouloir dire que ça va plus loin, que finalement toute donnée postée en ligne et mise donc en accès libre, est bonne à manger pour les IA. Donc si vos données sont en accès libre, c'est de la bonne nourriture pour les IA, c'est de la bonne bouffe. Et si c'est privé, mais chez Google, c'est bon aussi. Donc voilà, faut le savoir désormais. Tout ce qui est posté en ligne peut non seulement être vu et lu, par tout le monde, mais aussi exploité et monétisé de manière indirecte par les boîtes qui produisent des modèles d'intelligence artificielle. Et en fait, votre coup de gueule sur la dernière saison de The Witcher, elle peut se retrouver ingérée par un modèle de langage qui pourrait s'en inspirer un jour. Alors attention, il y a une pression du coup, parce que tu vois, tout ce que t'écris peut influencer les IA de demain, Bon, Google avoue finalement qu'ils utilisent tout ce qui peut leur tomber sous le botte pour entraîner des IA, exactement comme tout le monde, de toute façon, OpenAI, Anthropic, tout le monde fait pareil. Ce qui est cocasse, c'est que conjointement à ça, tout ce beau monde interdit formellement à quiconque d'utiliser leur chatbot pour entraîner d'autres modèles. OpenAI, Google ou Anthropic ne veulent pas que tu utilises les productions de leurs IA pour en entraîner d'autres qui pourraient les concurrencer. C'est marqué explicitement. Alors on sait que ça pourrait donner des modèles qui dégénèrent avec le temps, mais il se trouve que des productions de texte d'instructions automatisées sont utilisées pour produire des versions raffinées de modèles open source, par exemple, en ce moment même. Des modèles qui, selon les politiques des grosses boîtes, ne devraient pas exister. Alors qu'elles se basent sur des données publiques. Les données qu'on utilise, de manière indirecte par les IA. Donc, les données sont à tout le monde, jusqu'à ce qu'elles passent à la moulinette d'une IA particulière, la moulinette OpenAI par exemple. Et donc, c'est pas très très sport. De toute façon, il y a une réaction claire de la part des grandes plateformes de contenu qui concerne ça, puisque, en fait, cette récolte massive de données, c'est ce qui a abouti récemment aux crises de Reddit et Twitter. Donc cette manière de faire commence déjà à endommager Internet, quelque part. Et quand on aura 50% du contenu qui sera génératif, je te raconte pas. Est-ce que c'est avéré ça que ça leur... Alors dans le cas de Reddit, je ne sais pas. Dans le cas de Twitter, est-ce que c'est vraiment un sujet que peut poser l'accès aux API de manière massive de collecter la donnée? Moi, j'ai le sentiment que c'était une excuse bien pratique pour couper des vannes et puis faire financer des accès pour les utilisateurs. Dans le cas de Reddit, oui. Dans le cas de Reddit, c'est avéré. Oui. Dans le cas de Reddit, c'est avéré qu'il y a des parties de Reddit qui sont utilisées, clairement, qui ont été utilisées. On peut les trouver je pense qu'on peut en trouver dans les grands datasets qui sont utilisés de manière explicite par les modèles dont on connaît les datasets. Pour OpenAI, c'est beaucoup plus flou, évidemment, mais ça paraît clair. Pour Twitter, je pense aussi, même si c'est pas vraiment du contenu de grande qualité, forcément, parce que c'est des formats assez courts, peut-être un petit peu moins utile, je sais pas. Ok, c'est vrai que c'est une interprétation un peu cavalière peut-être du RGPD. Je pense qu'il y a quelques DPO qui doivent vibrer en entendant ce type de prise de position de la part de ces sociétés. Pas sûr que ça tienne dans le temps. On a un sujet pour le moins cocasse qui serait pas drôle s'il n'était pas dans des instances aussi importantes.
C'est le témoignage d'Android. Oui, mesdames et messieurs, au moment où vous nous écoutez, pour la première fois à l'ONU, des androïdes ont témoigné, se sont exprimés, et c'est ridicule, Guillaume, non? Ah bah, vous avez vu la vidéo oui. ou pas? Je sais pas. Oui, moi, je l'ai vu. Ah, pas en entier. Mais j'ai vu. Désolé, c'est 40 minutes de votre vie que je vous ai volé. Je sais pas ce qu'il leur a pris, mais l'ONU a invité 9 robots Android pour faire une conférence de presse au AI for Good Summit. Voilà, le sommet pour une IA pour le bien, voilà, le bien de tout le monde. Et donc, il y a une vidéo de 40 minutes sur YouTube que j'ai regardée pour pas que vous ayez à le faire, parce que franchement, c'est quand même assez pathétique. Dans l'ensemble, les robots sont pas très impressionnants. Donc, ils sont assez vieillots, et d'ailleurs, c'est parfois des grands classiques des médias, puisqu'on a Sophia. Sophia, elle date de 2015, elle a déjà fait des conférences de presse, c'est une sorte de vitrine technologique pour l'Arabie Saoudite. On avait Nadia Talman et son robot Nadine, qui est aussi vieux que Sophia, qui paraissait d'ailleurs très statique et assez démodé, tout comme l'avatar du japonais Hiroshi Ishiguro, qui était animé à distance. Alors le gars était aussi en visioconférence. Et la valeur ajoutée d'avoir un mannequin vaguement animé par rapport à la vidéo Zoom, c'était franchement pas clair. Et en fait, Hiroshi fait des robots gynoïdes, comme il appelle, depuis 2005, qui ont pas l'air d'avoir des masses évoluées d'ailleurs en 15 ans. Donc on avait aussi Aida et Desdemon et Ameka. Alors Ameka, c'était le seul robot un peu impressionnant, mais il est aussi très connu, il date de 2021. C'est cette fameuse tête super expressive. Le visage d'Ameka est complètement robotisé, il est très bien animé. Mais bon, il y a que le visage en fait, il y a pas de bras, rien. Donc voilà, il y a pas de bras, il y a pas de chocolat, rien du tout. Mais même Ameka se trouvait régulièrement au fin fond de la vallée de l'étrange. Moi j'ai trouvé avec des mouvements un peu trop erratiques et des yeux qui bougent un peu trop vite et fuyants. Enfin, c'était vraiment bizarre quoi. Bon, les autres, c'est pire, parce qu'entre mouvements saccadés, visage figé et soucis techniques de compréhension des questions, c'était vraiment pas brillant. Tout ce beau monde devait sans doute être dopé à ChatGPT pour répondre aux questions ouvertes, a priori des journalistes. Enfin, j'espère que c'était ouvert, parce que si en plus ce serait encore plus naze si les questions étaient connues à l'avance, mais bon, j'en sais pas plus. De toute façon, le contenu des réponses était particulièrement peu impressionnant pour quiconque a passé plus de 5 minutes à parler à ChatGPT ou à un chatbot moderne ces 6 derniers mois, parce que globalement, les réponses oscillent entre platitude et banalité, quoi. Une solution au problème de la pauvreté, des inégalités, investir dans l'éducation, la formation et les infrastructures. Merci, Captain Obvious. Et non seulement Sophia nous a fait une réponse un peu Miss France, comme ça, mais en plus, elle s'arrête abruptement au milieu de la phrase. Et c'est pas le seul couac technique, voire comique de la conférence de presse. Il coupait pas la parole à des moments, j'ai cru voir, non ? Ouais, mais peut-être même. Et puis, en plus, il se répétait. Des fois, il y a Desdemon, par exemple, qui veut faire du monde de son terrain de jeu, qui le répète 2 ou 3 fois comme ça. Bon, bref. Donc, l'idée que les IA et les robots super intelligents allaient donc venir nous prêter main forte partout dans les années qui viennent, et qui était un petit peu, c'était un petit peu le thème de la conférence de presse. Franchement, question super intelligence, ça dédramatise pas mal, là. Tu vois, on se dit que bon, finalement, si c'est ça ce qu'on sait faire de mieux, on est plutôt peinard question de Terminator, il n'y a pas de souci. Pourtant, OpenAI, il croit dur comme fer, apparemment, à cette histoire de super intelligence. Donc je peux même embrayer sur ce sujet. Parce que vas-y, et puis on réagira éventuellement. On est sur le point de créer une super intelligence, voilà, pour OpenAI. Vous savez, on l'a dit, et Sam Altman annonce même la création d'une équipe exprès pour gérer ce risque. Elle sera co-dirigée par Ilya Sutskever, qui est un des papas de ChatGPT, et par Jan Lake, qui est chef de la division alignement. Alors, alignement, c'est devenu le terme consacré pour, en fait, l'alignement de la conformité, si tu veux, d'une IA à des valeurs, quoi. Donc c'est pour, en gros, aligner une IA, c'est forcer une IA sur une voie donnée. On veut aligner un modèle de langage sur des valeurs, des idéologies. Voilà. Par exemple, éviter qu'elle produise des contenus racistes, biaisés, etc. Et dans l'avenir, si une super intelligence arrive, on voudrait évidemment qu'elle soit alignée avec nos propres valeurs, qui comprennent entre autres la préservation de la vie sur Terre et la nôtre en particulier. Ça serait quand même assez cool. Donc OpenAI veut consacrer quand même 20% de sa puissance de calcul à cette initiative. C'est pas rien. S'ils communiquent sur la puissance de calcul, c'est que, justement, ils veulent automatiser la procédure d'alignement. En gros, ils veulent créer une IA, enfin même des IA, pour aligner les IA. Donc ils ont 3 piliers, qui est détaillé sur leur blog. Entraîner des systèmes IA avec des retours humains, puis entraîner un système IA pour assister l'évaluation faite par ces mêmes humains, et après créer un système IA pour faire carrément de la recherche sur l'alignement des autres IA. Bon, alors le premier pilier, il est déjà en cours, hein, c'est relativement simple, c'est l'apprentissage par renforcement basé sur des appréciations humaines, hein, des sorties du modèle, donc ce fameux RLHF là. Donc le second pilier veut passer le RLHF à la vitesse supérieure, donc passer à plus grande échelle en assistant les humains justement qui évaluent les IA, puisqu'en fait c'est ça le RLHF, c'est les humains qui évaluent les IA.
Donc, il y a d'autres IA qui seraient entraînées justement pour assister les humains là-dedans. Alors, par exemple, des IA qui pourraient résumer des bouquins, qui pourraient aller toutes seules rechercher des infos pour évaluer l'aspect factuel des réponses, qui pourraient critiquer les textes, les codes, etc. Et alors, c'est déjà un poil plus flou, hein, ces systèmes pourront être utilisés pour créer d'autres types de tests après, donc ça c'est le pas encore d'après, d'autres cadres pour évaluer et appliquer l'alignement des modèles. Donc, ce seraient des IA qui seraient alignés par des IA. Alors, évidemment, dit comme ça inspire moyen confiance, je l'avoue. Mais en fait, l'argument d'OpenAI, c'est que c'est pas une seule IA qui va évaluer les gros modèles. C'est les gros modèles qui sont polyvalents, quoi. En fait, c'est une myriade d'IA spécialisées, plus petites mais super spécialisées, qui seront chacune meilleures qu'un humain à une tâche donnée, pas à toutes, qui seront absolument pas généralistes et qui vont aider les humains justement là-dedans. Alors évidemment, il y a des questions, je sais pas si ça vous rassure plus de savoir que c'est plusieurs IA qui vont aligner les grosses IA, je sais pas. Si, mais bon, quand même. Voilà, évidemment, il y a des limitations à cette méthodologie. Utiliser des algos pour encadrer des algos, forcément, ça pourrait mener à des effets boule de neige sur certains biais. Et pour une AGI, comme on n'en a pas, c'est dur de dire ce dont on va avoir besoin. Après, on n'est peut-être pas nécessairement aux pièces. Quand tu vois la conférence de presse de robots, tu te dis qu'on a encore un petit peu de mou. Ça fait du bien. Steph, je te laisse évidemment réagir si tu le souhaites en tant qu'observateur privilégié sur tout ou partie, que ce soit nos histoires d'Android à l'ONU. Moi, je reviendrai là-dessus, ou sur les super IA par OpenAI. Alors, moi, il y avait effectivement, ça a soulevé 2 remarques. La première concernant les Android, il me semble que la vraie question qu'il faut se poser ici, c'est de savoir si les Android pourront un jour ou pas organiser des soirées Ferrero Rocher. Donc ça, je pense que là, on est sur une référence que les moins de 20 ans, ou probablement moins de 30 ans, ne pourront pas comprendre. Et après, pour l'histoire avec OpenAI, alors je sais pas dans quelle mesure il s'agit quand même d'une opération marketing, parce que pour moi, on est quand même très très loin d'atteindre la singularité qu'ils essaient de développer dans leur article. Mais le fait qu'ils y travaillent reste pour moi en partie rassurant, même si j'aurais quand même préféré que ce soit plutôt une initiative étatique que privée. Ouais, effectivement. Effectivement. Après, ils vont utiliser leur système d'encadrement pour leur prochain modèle. Même avant d'atteindre la singularité, si jamais on atteint un truc qui ressemble à... Voilà, merci. Si jamais on atteint ce genre de truc un jour. Mais bon, de toute façon, ils vont probablement continuer d'entraîner des modèles qui vont probablement continuer de nécessiter des alignements pour pas partir dans le décor, quoi. Donc ils vont commencer de toute façon. Après, c'est toujours... Effectivement, je pense qu'il y a aussi une partie... regardez, on travaille maintenant pour encadrer les super terminators de demain. Bon, écoute... S'il y a bien un truc qu'on a appris, je trouve, ces derniers temps avec cette explosion d'intelligence artificielle, c'est qu'il ne faut surtout pas confondre, alors peut-être que je me trompe, vous me direz ce que vous en pensez, mais qu'il faut surtout pas confondre robotique et intelligence artificielle. C'est très souvent, quand on nous parle de l'évolution de l'intelligence artificielle, et quand on nous le traite sous l'angle du danger pour le futur de l'humanité, on nous illustre ces articles-là avec des têtes de robots un peu flippants, plus ou moins réussis, mais j'ai quand même l'impression que de l'aveu de beaucoup, on ne confond plus la robotique et l'intelligence artificielle basée notamment sur des modèles de langage. Et je ne comprends pas ce délire que d'inviter 9 Android à l'ONU par rapport à la confusion que ça apporte. Je veux dire, on est dans un mélange des genres qu'on ne fait plus du tout dans beaucoup de médias spécialisés de la tech. Vraiment, je suis très interpellé sur le fait qu'il y ait ce mélange entre des robots qui font plus ou moins peur et des réponses assez imparfaites. Pour moi, on mélange 2 sujets qui, au fil de temps, n'ont plus rien à voir. Je sais pas si vous partagez un peu mon sentiment là-dessus, Guillaume et Steph, mais... Non, de toute façon, c'était... Sophia, je te dis, Sophia, elle a déjà donné des conférences de presse où elle disait, elle disait des trucs sur les IA, tout ça. Vraiment, bon, c'est du marketing à ce niveau-là, je pense. Plus qu'autre chose. On continue avec les bourdes synthétiques, Guillaume. Il va falloir les relire. On en avait parlé en supplément. GeoMedia, un groupe qui possède donc entre autres les sites Gizmodo et Kotaku, se lance dans les articles de presse génératifs, ce qui passe très très mal auprès des journalistes en viande sur les sites dont on parle. Donc ils viennent d'en publier 2, dont un sur Star Wars, sur Ion9, et ça c'est très mal joué.
parce que Star Wars, c'est un sujet sensible. On déconne pas. Avec des hordes de fans, aux connaissances encyclopédiques sur l'improbable lore de la franchise. Ça y est, j'ai déjà des ennemis. Géo avait annoncé, donc, commencer doucement, avec des articles assez génériques, donc creux, quoi, et basés sur des compilations de données, plus ou moins. Donc là, c'était une liste chronologique des films et séries Star Wars. Deuxième erreur monumentale, étant donné que la chronologie de la licence est un foutoir monstrueux. Donc, évidemment, le chatbot se prend les pieds dans le tapis. Je vais pas détailler les erreurs qu'il fait, hein, étant donné que je serais pas moi-même capable de citer 20% des productions Star Wars de cette dernière décennie. Mais j'ai un petit peu de peine pour la pauvre IA qui est derrière tout ça et qui a dû se débrouiller. Par contre, j'en ai aucune pour GeoMedia, qui semble vraiment ne pas avoir lu un seul article de presse depuis plus de 12 mois sur le sujet, hein, sur les sujets des IA, étant donné qu'on a vraiment l'impression que personne n'a relu ce truc. C'est quand même dingue. Ouais. Et en fait, c'est même pas une impression, puisque James Whitbrook, qui est rédac-chef chez Gizmodo, affirme qu'il a été prévenu 10 minutes avant que l'article partait en ligne. Personne n'a participé en aucune manière à la création de ce truc, donc personne ne l'a relu. Alors que tous les médias, et évidemment nous-mêmes, on crie sur tous les toits que les IA sont pas fiables, qu'elles hallucinent tout le temps, qu'elles se trompent régulièrement. Il y a un gros groupe de presse qui envoie encore un article craché par ChatGPT, tel quel, direct. Bon, ils se sont fait tordre, c'est bien fait pour eux. Le souci, c'est que, justement, non, c'est bien fait pour GeoMedia, mais en fait, c'est pas bien fait pour IO9 ou Gizmodo. Je veux dire, parce que c'est eux qui prennent, en fait. Hein. Le rédac-chef a dû publier un long message d'excuses embarrassé et plutôt vénère. Et c'est pas la première fois que ça arrive. On avait relaté la même chose pour Red Venture, qui possède Menself et CNET, entre autres. Donc on se dit que, tant que l'IA sera utilisée de manière aussi idiote, bon, elle risque pas de remplacer les journalistes, hein. Y a pas de problème. Enfin, c'est quand même inquiétant, parce que déjà, se retrouver correcteur de ChatGPT pour un journaliste, c'est pas très glorieux. Mais et en plus, parfois, ça prend pas beaucoup moins de temps, finalement, que de faire un truc soi-même meilleur dès le départ. Et surtout, combien de productions foireuses générées viteuf vont passent même inaperçues en ce moment et se retrouvent à polluer le web, tu vois. Il y a déjà plein aujourd'hui, comme il y en aura demain, quoi. On donne pas accès, je pense, à des journalistes comme ça, sans avoir certaines vérifications pour leurs premiers articles. J'imagine, un journaliste auquel il y a accès à l'outil de publication, je pense qu'il y a un process au départ, tu vois, on doit vérifier ses publications, on doit les relire. On fait même pas cet effort dans ce contexte-là pour quelqu'un qui a eu l'idée de pondre une IA et c'est assez ridicule. Et j'aime bien effectivement le fait qu'on mette en lumière le fait que ce soit sur Star Wars un domaine pas du tout surveillé par beaucoup de monde, effectivement. Pour moi, ça souligne aussi le fait qu'on répète, ad nauseam, au fur et à mesure des épisodes, c'est que les LLM, ça reste des outils formidables, mais uniquement pour la génération de contenu non factuel. Pour moi, tout ce qui est le travail journalistique de vérification croisée, d'étude de la validité et de la pertinence des sources, ça risque pas d'être remplacé de sitôt. Donc, je pense que c'est une expérience qui va, à mon avis, faire vite qu'à, et ça va être remplacé à nouveau par les humains, parce qu'on se rend bien compte qu'à date, en tout cas, les LLM sont absolument incapables de faire ça. Ouais, effectivement, message de service, s'il y a un truc à retenir, c'est qu'effectivement, si vous voulez vous baser sur les IA pour des trucs factuels, c'est probablement pas l'idéal. Par contre, pour faire du remplissage et restituer des travaux comme ça au kilomètre, peut-être que ça peut fonctionner, mais du coup, la résistance s'organise pour peut-être arriver à détecter les contenus générés par IA, Guillaume. Ah oui, alors ça, c'est un grand sujet. À quel point le texte généré par ChatGPT et d'autres IA est détectable, et surtout à quel point cette détection est robuste, c'est-à-dire à quel point il est facile de faire passer un texte synthétique pour un texte humain, avec quelques modifications. Alors d'après 9 chercheurs européens, c'est très facile en fait, et c'est pas rassurant. Désormais, il existe pas mal d'outils qui se targuent de détecter les textes générés par des IA. Alors ils donnent tous des probabilités, c'est jamais une certitude totale, comme on peut s'y attendre, et donc dans l'article, ils considèrent quand même 14 outils, comme Turnitin, DetectGPT, Compilatio, GPT-0, Writer, etc. Ils textent, et en fait, ils se mettent dans 5 cas de figure. Donc, le premier cas de figure, c'est du contenu écrit à la main par un humain, normal, du contenu humain. Après, il y a du contenu écrit à la main par un humain dans une certaine langue et traduit par une IA en anglais. Ensuite, il y a du contenu écrit par une IA brute. Puis, il y a du contenu écrit par une IA avec des modifications faites par un humain. Et puis, il y a du contenu écrit par une IA avec des modifications faites par une IA. Donc, je sais, c'est compliqué, mais à chaque fois, c'est assez subtil. Pour chaque cas et chaque outil, ils ont évalué les résultats en attribuant donc les faux négatifs, les faux positifs, c'est pas clair, et bien sûr, quand ça se passe bien, aussi les vrais négatifs et les vrais positifs. Alors évidemment, tout ça fait de gros tableaux super imbitables, donc on va aller direct aux moyennes et aux conclusions, vous inquiétez pas. Et en gros, un texte écrit par un humain est le plus souvent attribué à un humain.
Par contre, un texte produit par un humain mais traduit par une machine est facilement pris, dans un tiers des cas, pour un texte synthétique. Ah, c'est très intéressant ça. Parce que il est un peu synthétique, effectivement, puisqu'il est traduit par une IA. Et donc ça commence à brouiller un peu les pistes. Et après, le texte d'une machine est moins souvent identifié, à 63% en moyenne, s'il n'est pas modifié. Le gros souci, c'est que les scores s'effondrent dès que le texte synthétique est modifié. S'il est modifié par un humain, ou même par une machine. Et en fait, il suffit de changer quelques mots, l'ordre de certaines phrases, de paraphraser tout simplement certains passages. Et donc, il suffit qu'un élève change quelques trucs mineurs dans un devoir, qu'il change quelques phrases par-ci par-là, des mots, des tournures, et hop, ça devient quasi indétectable. En fait, le plus étonnant, c'est qu'il est même possible d'automatiser ce processus en demandant à une machine de paraphraser un texte synthétique. Les outils sont alors plutôt perdus, quoi. Donc, même si l'efficacité des outils en plus varie énormément d'un outil à l'autre, c'est quand même inquiétant pour la notion même de détection de textes synthétiques à brève échéance. Parce que là, on voit que c'est facile de les maquiller, comme le démontre cet article, mais en fait, il y a plus. Et je pense que c'est là que ça rejoint peut-être la question de Kurgan. Donc on y arrive finalement. Voilà, je sais qu'à chaque fois je mets beaucoup de suspense. Donc effectivement, il y a un autre article de Google et de l'université de Cambridge dont je vais pas parler trop en détail, parce qu'en substance, c'est de la psychométrie appliquée au modèle de langage, et comment dire, la psychométrie, c'est pas vraiment ma spécialité, je dois bien l'avouer. Mais bon, en très gros, ils appliquent des tests classiques de psychologie à des chatbots pour voir s'ils peuvent les passer. Donc, si les chatbots passent les tests, c'est-à-dire si on peut considérer, vu leur réponse, qu'ils ont une personnalité donnée et persistante, si tu veux, au cours d'une discussion, par exemple. Donc, ils créent des chatbots. Alors, ils utilisent Palm, donc une IA de Google, et prompt à l'appui, donc, ils vont leur définir une personnalité. Ensuite, ils font passer des tests classiques et vérifient que leur production est cohérente avec leur personnalité en fonction de leur mesure de la personnalité. Alors, les psychologues, ils ont des mesures de personnalité avec, par exemple, les 5 grands axes. Donc, un exemple, c'est les 5 grands axes avec extraversion, neuroticisme, je sais pas, quand t'es sympa, enfin bon, voilà, je me souviens plus, mais voilà, en gros, il y a des moyens, si tu veux, de quantifier ça pour essayer de donner une espèce d'empreinte de personnalité et de reconnaître une personnalité. Donc, voilà, posez pas des questions trop pointues là-dessus, mais la conclusion, c'est que les gros modèles de langage peuvent être modelés pour singer une personnalité humaine de manière convaincante, à tel point qu'on peut les mesurer de la même manière qu'on mesure la personnalité des vrais gens. En fait, on utilise les mêmes outils. Et en fait, c'est pas si incroyable que ça, parce que les modèles de langage se sont entraînés sur une immense quantité d'humanité, en fait. Une multitude de situations, de dialogues, de pensées, de réflexions, d'une multitude de gens différents. Donc, ils peuvent singer tout ça de manière précise. Alors, ça implique un tas de trucs. Déjà, l'anthropomorphisme des IA, qui risque d'être un problème assez rapidement, et leur qualité de persuasion, surtout, qui peuvent être démultipliées. Parce que comme ils peuvent avoir des personnalités, ils peuvent très bien imiter déjà des gens nocifs, avec des propos dangereux, ou bien tout simplement savoir utiliser la corde sensible, tu sais, de faire vibrer pour te convaincre, de faire certaines choses, d'acheter certains trucs, ou ce que tu veux. Et donc, ça confirme qu'un bon modèle de langage peut aussi être instrumentalisé pour devenir un outil de manipulation psychique. Psychique au sens de la pensée, pas d'une arme psy comme dans les animés là, psychique. Et en ce qui concerne la détection, c'est mentionné explicitement à la fin de l'article que les traces linguistiques propres au modèle de langage peuvent être minimisées en leur modelant une personnalité. Donc, demande-leur de se comporter comme des humains, ils écriront comme des humains. Et pour le détecter, tu peux courir. On parle bien de détection par des outils. Il y a un truc malgré tout qu'on pourrait rajouter à ce panorama et à cette analyse, je trouve, c'est dans quelle mesure est-ce que des humains arrivent à détecter ou se faire berner par du contenu, parce que je pense que les résultats sont pas si évidents que ça. Je pense qu'effectivement l'humain peut vite se faire tromper, mais je pense aussi qu'il y a toute une composition des contenus qui est générée par les modèles de langage aujourd'hui qui se reconnaît vite. Je sais pas vous, mais moi, j'en ai reçu des mails, notamment des mails commerciaux, où je me disais, la tournure est super pas naturelle, ou des articles, des extraits de documents où on te fait des thèses, antithèses, synthèses à chaque fois. Et ça, je suis pas sûr que les outils arrivent bien à identifier. Tu vois, je sais pas, j'utilise probablement pas les bons termes, mais cette espèce de méta-contenu produit. Le truc, c'est qu'effectivement, je sais pas à quel point la formulation macroscopique peut être détectée, parce que c'est toujours des indices, des patterns statistiques qui sont détectés par les outils. Cela dit, ce que l'étude, donc, dont je viens de parler, ce que ça évoque, c'est que justement,
on peut minimiser ce genre de truc aussi. C'est-à-dire que si tu demandes à un modèle de langage d'écrire avec un style particulier, une personnalité particulière, ça va être beaucoup plus naturel. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité de les rendre plus naturels. Ce qui pose évidemment un danger aussi. Évidemment. Steph, est-ce que ça te rassure et tu te dis j'ai encore de beaux jours devant moi pour produire du contenu avec les modèles de langage à tout va, ou est-ce que ça t'inquiète? Alors ça m'inquiète parce que ça soulève un problème qui risque de devenir prégnant dans les années à venir. Toi en particulier qui organise un podcast autour de la parentalité, c'est assez inquiétant pour les apprentissages et les acquisitions des jeunes générations s'ils sont capables d'utiliser des outils qui sont indétectables pour les professeurs. Par contre, le fait que des outils de recherche s'y penchent, ça montre une volonté un peu collective de prendre ce souci à bras-le-corps, et ça, je trouve que c'est plutôt très bien. D'ailleurs, j'en profite, bras-le-corps, expression désuète. Si vous voulez, j'ai fait mes recherches, je peux vous dire d'où ça vient. Donc, oui, mais bien sûr. Vous voulez? Alors, j'y vais. Donc, elle est née au XVe siècle. Elle était utilisée lors des sports de combat. Elle signifiait que l'on attrapait le torse de son adversaire avec la force de tout son bras. Métaphoriquement, l'expression actuelle signifie donc que l'on essaie de résoudre le problème avec toute la force mentale nécessaire à sa résolution. Voilà. C'est génial. J'ai bossé. Tu vas pouvoir remplacer Guillaume Poggiaspala pour un point de plus. Je suis très très loin. Mais pour les trucs un peu bêtes comme ça, ouais, je suis au top. Je suis à mon avis aussi bon que lui sur les trucs idiots comme ça. Tu le singes comme une intelligence artificielle le ferait, tu vois. J'ai l'impression. J'en trouvais une avant le chat GPP. On est bon ou pas? T'as vu ou pas le chat GPP? C'est bon. Voilà. N'empêche que j'envoie des contenus qui sont générés par des étudiants et ne vous y trompez pas, c'est pas parce que ils ont été générés par des modèles de langage et que vous avez modifié du contenu qu'ils en deviennent bons ou convaincants. Je vous assure qu'aujourd'hui ça reste pas évident. Allez, on va conclure cette rubrique et toujours avec un petit côté géopolitique. Guillaume, il semblerait que ChatGPT ne soit plus effectivement dans son meilleur jour et il commence à avoir des rivaux très sérieux d'autres terrains du globe. Oui, petite baisse de forme pour ChatGPT déjà, puisqu'en juin, le chatbot favori des petits et des grands a eu sa fréquentation baissée de 10%. Alors pourquoi? C'est pas totalement clair. Après, il faut pas s'affoler tout de suite, parce que quand même, c'est l'été. Donc justement, les étudiants et les employés de bureau qui l'utilisent en général sont peut-être juste en vacances, tout simplement. Alors certains pensent aussi qu'il est possible qu'une frange des utilisateurs soit frustrée par les limitations de ChatGPT, qui répond quand même souvent qu'il peut pas répondre. Donc pour des raisons politiques, idéologiques ou simplement parce qu'ils en ont besoin, pour de la fiction par exemple, de générer du contenu qui est pas très catholique, ces utilisateurs pourraient se tourner vers des modèles open source qui sont non bridés, pour le meilleur et pour le pire. Alors, je sais que ces utilisateurs existent, ça c'est clair et net, il y en a plein Reddit. Mais est-ce qu'ils sont assez nombreux pour vraiment entamer la croissance de ChatGPT? Je suis pas sûr, puisque il y a 37 000 membres sur le subreddit Local Llama par exemple. Est-ce que c'est déjà un reflux de la mode, ou la fin de cette super hype, parce qu'on est au point d'inflexion de la fameuse courbe? Peut-être. Ouais. C'est très tôt pour le dire, mais chez OpenAI, on doit quand même surveiller les chiffres avec attention, parce que tout n'est pas acquis, et la concurrence, Claude par exemple, marche pas mal aussi. Et au-delà, il y a les Chinois par exemple, et ils sont pas restés inactifs, puisque si on en croit CNBC, Baidu aurait sorti leur version 3.5 de leur ChatGPT à eux, qui s'appelle Ernie, et qui battrait GPT 3.5 dans plein de tests variés, et même GPT-4, spécifiquement en langue chinoise. Donc sur un test de 13 000 questions à choix multiples, ainsi que sur des examens à l'entrée pour des écoles de droit ou des facs. Alors, il y a quand même un troisième set de tests qui a été fait par des universités américaines, et là, il sera en revanche derrière les GPT. Bon, voilà, savoir qui a le plus gros, évidemment, c'est plus que jamais un enjeu majeur entre les États-Unis et la Chine, de toute façon. Alors, je pourrais encore vous parler de GPT-4 un bon moment, et je vais le faire, mais pas tout de suite. Non, je vais le faire dans le supplément parce qu'il y a plein de nouveaux détails sur l'architecture de GPT-4 qui ont fuité et qui confirment ce qu'on vous disait précédemment. Avec des myriades de GPT. Et effectivement un ensemble de modèles, un mélange d'experts. Par contre, il y a plus de détails sur les chiffres et comment ça se passe dedans. Très bien. Alors c'est gore et c'est velu, donc on y reviendra en longueur, mais dans le supplément de week-end plutôt quand même. C'est l'épisode pour les gore et les velus. Du coup, bon, effectivement, vous le savez, il y a un épisode supplément qui va un petit peu plus loin dans l'actu. Et si vous voulez en savoir plus sur la constitution de GPT-4, des confirmations et des nouvelles infos, restez abonnés au flux du podcast. Steph, une conclusion, une ouverture sur le sujet de l'intelligence artificielle, ou est-ce qu'on passe au sujet que tu vas encore mieux maîtriser que les autres ?
Je t'avoue que moi j'ai fait un peu le même constat que Guillaume là, sur à la lecture. Déjà bravo pour le jeu de mots, hein. Ernie Attal, la classe, vraiment la grande classe. J'ai fait un peu le même constat. Pour moi ça ressemble au début la fin de l'hype, mais on va voir. Hein. On va attendre de voir comment ça va se passer. Pour ma part, j'ai constaté effectivement la diminution de la qualité du chatbot. J'ai l'impression que de plus en plus le modèle en fait est basé sur le 3.5 et du coup il répond très vite mais souvent beaucoup plus à côté que ce qu'il faisait auparavant. Donc, est-ce qu'on n'a pas aussi un sentiment, à force d'utiliser ces outils-là, d'être peut-être encore un peu plus critique? Et je pense qu'ils vont avoir besoin de continuer à évoluer si on veut avoir une perception constante, non? Ça peut pas. Alors c'est compliqué. On en reparle. Alors justement, peut-être que ça concerne l'architecture de GPT-4 parce que en réalité, GPT-4, on ne sait pas exactement pourquoi il y a une baisse de qualité. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est à cause de l'alignement. C'est-à-dire qu'au plus le modèle est aligné fort, en gros, au plus il est bridé, au plus il devient un peu con, quoi. Voilà, c'est un peu l'idée qui est générale. C'est pas complètement évident. On n'a pas vraiment de preuve de ça, surtout pour GPT-4, hein. Et en plus, il est possible que GPT-4 utilise des techniques de génération spéculative. Et ce qui veut dire qu'en fait, il y a un petit modèle qui génère des choses très vite, et après, il y a un gros modèle qui valide ce que le petit modèle a généré. Bon, pour essayer d'aller plus vite. Or, le taux d'acceptation du gros modèle peut être choisi, quoi, en fait. Et si le gros modèle est très sélectif, peut-être que, si le modèle est très sélectif, la génération du petit modèle sera très fréquemment dégagée. Okay. Et donc ça veut dire qu'en fait c'est le gros modèle qui va devoir générer ces trucs-là. Ce qui veut dire que ça va prendre plus de temps. Donc en gros tu peux régler à quel point le modèle est sélectif. Au plus le modèle est sélectif, au plus les sorties seront a priori de qualité, mais au plus ça prendrait de temps. Par contre si le modèle est moins sélectif, du coup il a moins à générer de trucs puisqu'il y a plus de choses générées par le petit modèle qui sont acceptées. Et du coup ça prend moins de temps, mais du coup ça peut aussi générer des réponses qui sont d'un peu moins bonne qualité. Ce que je dis là, c'est spéculatif à deux titres. D'une part parce que c'est de la génération spéculative, hein, comme je l'ai dit, mais c'est aussi parce que on n'est pas certain que ça fonctionne comme ça, mais ça pourrait fonctionner comme ça. Donc, il est possible que, parce que ça coûte extrêmement cher, OpenAI choisisse à un moment, par exemple, de rendre le gros modèle un petit, de rendre le gros modèle un petit peu moins regardant. Donc c'est peut-être pour ça et peut-être pas pour l'alignement. Mais ce que je dis, voilà, c'est encore une fois spéculatif. On va continuer à spéculer, mais on va aussi continuer à vous partager les news de la tech de cette semaine. Mais on change de rubrique, on va parler de tout ce qui touche un petit peu plus à la médecine, avec un premier médicament généré artificiellement, Guillaume, qui serait en test clinique. Ça va être intéressant d'avoir un petit peu le regard de Steph là-dessus. Écoute, toujours sur CNBC, dis donc, voilà, on apprend qu'une start-up de biotechnologie de Hong Kong qui s'appelle In Silico Medicine vient de lancer des tests cliniques pour une molécule qui a été entièrement designée par un modèle de deep learning. Donc la start-up a levé 400 millions d'investissements et elle a commencé les recherches en 2020. La molécule en question, c'est un remède contre une fibrose pulmonaire. Donc c'est un truc qui est mortel si c'est pas traité. Des patients qui vont donc recevoir ce candidat médoc pendant 12 semaines en Chine, et le plan c'est même d'étendre le test à 60 sujets et 40 sites en Chine et aux États-Unis. Alors si cette modèle a la vedette, il semble en fait que la boîte a aussi deux autres molécules qui ont été partiellement générées algorithmiquement. Il y en a une qui vise le Covid-19 et un autre qui vise un cancer pour le traitement des tumeurs solides. Donc on parle des évolutions en chimie et en biochimie, voilà, de temps en temps comme ça qui s'annoncent depuis qu'on a des infos sur AlphaFold et sur Rosetta, etc. Donc on a déjà parlé, voilà, là on voit des molécules concrètes en test, si tu veux. Donc c'est quand même super encourageant pour l'avenir. Pour une fois, c'est vraiment un truc qui rend juste optimiste, quoi, et pas mitigé comme souvent, parce que j'ai la barre d'être mitigé comme ça. Je suis toujours mitigé, t'as vu ? Mitigé, effectivement. Alors, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir un petit peu le regard de Steph, notamment sur la temporalité, parce que si je dis pas de bêtises, des essais des médicaments qui sont en test clinique, il me semble que ça arrive pas de sitôt dans la vie d'un médicament. Là, si je dis pas de bêtises, c'est beaucoup plus rapide que d'habitude. Steph, je me trompe ou c'est beaucoup plus rapide ? Alors non, effectivement, c'est plus rapide. Alors je vais déjà commencer par vous rappeler un petit peu ce que ça signifie. Donc, pour rappel, tout court, la FPI, donc c'est-à-dire la fibrose pulmonaire idiopathique dont il est fait sujet dans l'article, c'est déjà une maladie rare. Ça touche en moyenne une personne sur 5000 et ça touche en particulier les gens après 50 ans.
la plupart du temps. Donc elle se caractérise par une dyspnée, c'est-à-dire une gêne respiratoire progressive, une toux sèche et une altération de l'état général. Alors là, je me rends compte qu'en disant ça, il va y avoir une augmentation très significative du nombre de demandes de diagnostic de FPI dès lundi prochain. Donc rassurez-vous, ce n'est pas le cas. Enfin, il y a peu de chances que ce soit le cas du moins. Alors, pour moi, cet article, donc déjà, il est passionnant, sincèrement. Par contre, il soulève un point qui est assez important, je trouve. C'est le problème du traitement des maladies graves, mais rares, versus les maladies plus fréquentes qui sont parfois plus bénignes. Par exemple, alors là, je sais qu'il y a d'autres tests, il y a d'autres molécules qui ont été testées en particulier pour la Covid et pour les cancers, mais est-ce qu'il n'aurait pas préférentiellement plus fallu se pencher sur le cas, par exemple, du paludisme ? En 2021, par exemple, il y avait plus de la moitié de la population mondiale qui était exposée au risque de palu, et il y avait 247 millions de cas dénombrés pour 619 000 morts. Ça, c'était en 2021. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais ça aurait été peut-être plus intéressant de se lancer aussi dans des choses qui ont une plus forte valeur ajoutée directement. Ouais, mais tu sais pourquoi ils font ça, Steph, enfin, c'est parce que les grands lobbies pharmaceutiques, ils ont encore beaucoup plus intérêt à ce que les gens soient malades et qu'ils vendent leurs médicaments très chers, et s'ils règlent trop facilement le problème avec des solutions trop efficaces, enfin, tu vois ce que je veux dire. Non, bon. Oui, ça et les vaccins qui provoquent la 5G, je pense qu'il aurait fallu réparer la 5G chez les gens qui sont vaccinés, c'est surtout ça qui était important de faire et qui n'a pas été fait du coup. Bon, c'est important. Et sur la temporalité, du coup, ça va. Enfin, moi, j'ai l'impression que ça va très très vite. J'avais retenu qu'effectivement, la médecine et la tech, c'était vraiment des temporalités qui n'avaient rien à voir. Là, ça se. Sur le design du médicament, effectivement, le temps de design va prendre beaucoup de temps. Là, en fait, comme ça a été automatisé par l'IA, toute cette phase-là était un peu chintée. Donc, c'est assez impressionnant en fait, la vitesse avec laquelle on développe des médicaments. Alors, bon, pour revenir un petit peu sur l'aspect un peu moins polémique de ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même important que les maladies rares soient adressées parce que la plupart du temps, effectivement, comme c'est des maladies rares, il y a quand même, ça intéresse assez peu les laboratoires pharmaceutiques qui voient plutôt le côté retour sur investissement. Donc là, le fait aussi que ce soit mis en place pour des maladies rares, c'est pas plus mal parce que c'est probablement que ça n'aurait pas été fait de base par des labos pharmaceutiques de la façon conventionnelle, à mon sens. Donc c'est mitigé quoi. Il y a autant de points positifs que négatifs à mon sens. Très bien, écoute, parfait. Puis je pense après quand ils ont un bon candidat, ils regardent peut-être aussi au potentiel d'aller jusqu'au bout du développement. C'est intéressant. On continue avec la rubrique médecine, Guillaume, avec Google. Ouais, les chatbots vont aider les docteurs, donc apparemment ça a l'air inévitable. Alors, en tout cas aux États-Unis, puisqu'on savait que, depuis la Google I.O., on savait que Google avait fait un partenariat avec la Mayo Clinic pour intégrer ses IA et voir un petit peu leurs usages en médecine. Alors je sais, la clinique de la Mayo, c'est pas très sérieux. Pourtant, Mayo Clinic, c'est une grosse fédération hospitalo-universitaire, donc ça, en fait, c'est plein de CHU dans tous les pays. Dans tout le pays, dans tous les États-Unis, il y a 60 000 employés, c'est considéré comme une des meilleures chaînes d'hôpitaux au monde. Et donc cette semaine, on a appris que MedPalm 2, qui était déjà employé en test là-bas. Donc on avait aussi parlé en particulier de MedPalm 2, donc pendant la Google I.O., Google avait dévoilé Palm 2, donc censé tenir la dragée haute à OpenAI, de manière généraliste, et MedPalm 2, c'était la version de Palm 2 qui était fine-tunée, c'est-à-dire entraînée en plus sur encore plus d'articles et de documentation médicale. Alors sans surprise, MedPalm 2 est évidemment beaucoup plus compétent que Palm 2 en médecine, mais il souffrait toujours quand même évidemment des problèmes classiques, des modèles de langage, il continue de raconter n'importe quoi avec assertivité régulièrement. Le modèle est en test préliminaire, donc aucun patient ne devrait souffrir d'une hallucination de diagnostic, mais voilà, ça sera super intéressant de voir comment on peut aboutir à des modèles qui soient suffisamment fiables pour être utiles d'un point de vue technique, quoi. Et en fait, les modèles de langage peuvent aussi s'avérer précieux pour libérer du temps aux médecins, en prenant en charge la partie administrative, qui écrase aussi les praticiens de manière pas toujours très efficace et fructueuse. Et donc, dans une interview de I3E Spectrum, d'ailleurs, c'est Ilza Cohen, qui s'exprime sur le potentiel de GPT-4 et de ses cousins. Donc, il est chef du département d'informatique biomédicale à Harvard. Et lui, il est à la fois informaticien et médecin en activité. Ça me rappelle quelqu'un. Et il a écrit un livre avec Peter Lee VP, il est VP, alors il est Peter Lee qui est VP, de la recherche et de l'incubation chez Microsoft. C'est un gros truc. Gros titre. Donc le livre s'appelle AI Revolution in Medicine.
Donc GPT-4 et au-delà. Alors je sais, il a écrit un livre avec un gars de chez Microsoft. Ça peut faire lever un sourcil en matière de conflit d'intérêts, donc c'est à prendre avec un peu de prudence. Enfin quand même, ce qu'il dit dans l'interview est quand même assez intéressant, parce que globalement, il a eu un accès anticipé à GPT-4, et il a pu le tester, même dans des versions un peu moins, donc un petit peu moins limitées, on va dire, qu'aujourd'hui, et il est resté sur le cul. Voilà. Si je résume, il a fait exprès en fait de le traiter comme un collègue, auquel il expliquait un cas réel, un cas complexe, une sombre histoire de testicules vides apparemment, et à qui il demandait des conseils. Donc GPT-4 a vraiment très très bien joué le jeu. Il s'est montré pertinent, il a même été en désaccord avec le gars, il a défendu son bout de gras et il l'a même convaincu. Donc il indique d'ailleurs que depuis, GPT-4 s'est fait peut-être lourdement aligné à la tronche, je ne sais pas finalement, mais bon, il a beaucoup moins de caractère et d'indépendance qu'avant. En tout cas, il dit pas que GPT-4 a compris le cas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'est comporté comme quelqu'un qui aurait compris le cas. Alors tout n'est pas parfait. Dès que tu lui demandes des sources, par exemple, il s'embarrasse pas, il les invente, voilà. Il justifie rien. Ça me fait toujours rire, moi. C'est triste. Il donne des références à d'autres travaux qui n'existent pas, alors qu'évidemment, tout médecin ou scientifique donne évidemment les références à d'autres travaux, donc c'est tout l'enjeu. Ce truc montre des signes d'expertise, sur un peu tout, et en médecine en particulier, mais en même temps, soudainement, tout peut s'effondrer, parce qu'il sait pas quand s'arrêter. Donc ça donne un espoir pour lui, quand même, finalement, pour Isaac, et parce que, finalement, c'est aussi déjà mieux que Dr Google. Tu sais que Dr Google, t'as mal aux pieds, tu regardes sur Google, et tu aboutis immanquablement à la fin à la conclusion que tu as un cancer. Bon, c'est vrai que vu le manque de toubib, et c'est pas en France qu'on dira le contraire, avoir une première expertise avant d'avoir accès à un praticien, et évidemment en complément, peut-être que ça pourrait être un plus. Après, il y a la pression administrative aussi, puisqu'il dit que déjà, de toute façon, contre toute réglementation, il y a déjà des masses de données de patients qui arrivent sur les serveurs d'OpenAI et qui viennent de Toubib désespérer d'alléger un petit peu la charge de travail. Donc ça montre le besoin en fait de ces outils, le besoin de moins de charges administratives aussi, bien sûr, mais bon, ça apparemment c'est pas possible. Et donc voilà, c'est alors on se souvient de Watson, puisque IBM avait tenté le coup à une époque, je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque où Watson avait gagné l'émission de Jeopardy à la télé, c'était en 2011. Bon, ça a beaucoup déçu, IBM a fait d'énormes promesses, et puis bon, ça n'a pas suivi, quoi. Là, aujourd'hui, c'est quand même mieux adapté, enfin là, ça a quand même beaucoup évolué, les modèles de langage utilisent le langage naturel, et donc on a une puissance d'inférence qui dépasse énormément celle qu'on avait. Donc il y a beaucoup de challenges, mais finalement, ils pensent que ça sera quand même utile, même si les IA manqueront probablement toujours du bon sens commun, qui permet parfois de prendre des décisions difficiles, de faire au mieux quand on n'a pas vraiment de bonnes solutions. Donc voilà, un outil précieux, mais bon, évidemment, juste un outil. Guillaume, ce qui me fait rire quand tu évoques le modèle de langage qui arrive à inventer des sources, moi, en fait, ça me fait penser à l'appel trop con de Martin sur Rire et Chanson. Il est extrêmement convaincant, mais il raconte n'importe quoi. Et je peux plus m'empêcher maintenant de penser à Martin. Si vous avez jamais écouté l'appel trop con de Martin sur Rire et Chanson, écoutez ça, ça va vous ponctuer un petit peu votre été de quelques sourires. J'imagine, Steph, que tu avais regardé ça. Je ne sais pas si tu voulais réagir plus sérieusement qu'avec mon commentaire ridicule. Oui, ridicule, non, mais là effectivement je voulais réagir. Alors déjà, je trouve que ça c'est un sujet extrêmement intéressant. Alors, non pas que les autres ne l'étaient pas, mais celui-là, en tout cas pour moi, il me parle beaucoup, et c'est surtout extrêmement polémique quand on prend le temps d'y réfléchir, parce que en fait, qu'est-ce qui fait un acte médical ? C'est quoi ? Est-ce que c'est juste un simple diagnostic qui est basé sur des éléments factuels cliniques ? Est-ce que c'est un accompagnement empathique de la souffrance d'autrui ? En fait, ça reste complexe, mais à mon sens, une approche purement donnée, sans prendre en compte la valeur de l'examen clinique, la difficulté de l'anamnèse. Donc, l'anamnèse, c'est le recueil d'informations de l'histoire de la maladie. Ça me semble pas questionné du tout ici. C'est-à-dire que quand on regarde bien, effectivement, on peut questionner le modèle, mais c'est le patient qui va le questionner. Sauf qu'en fait, un morceau de viande, comme dit Guillaume, il va avoir tendance en face à pouvoir questionner justement la pertinence de ce que va dire le patient, parce que c'est pas parce que le patient va dire quelque chose que c'est forcément la réalité, c'est sa réalité. Donc le rôle du médecin, c'est justement de dépatouiller un petit peu tout ça pour essayer de voir concrètement ce qui est vraiment du domaine de la médecine ou ce qui peut être des fois du domaine de la fabulation. Il y a certains patients qui vont avoir tendance à associer des éléments les uns avec les autres, qui ont des fois absolument rien à voir, mais parce que la temporalité fait que ça leur évoque ça. Donc là, par exemple, moi, ce qui me pose problème, c'est que là, ça n'a pas été questionné dans l'article. Pour avoir testé moi-même MedAlpaca, alors assez sommairement, le résultat il était assez mitigé. Je reviendrai plus en détail si vous voulez lors d'un prochain passage, parce que ça risque d'être trop long, mais je pense qu'il y a beaucoup à en dire d'un point de vue purement terrain là.
Par contre, je suis beaucoup plus intéressé par l'approche du deuxième article, en particulier parce que j'ai lu le bouquin du monsieur en question qui est très très intéressant. Sincèrement, je vous engage à le lire. Il est très simple d'accès et je trouve que ça. Après, c'est un peu alors c'est à voir. Hein. Soit c'est du sensationnalisme, soit c'est du catastrophisme en fonction du verre plein, verre vide. Mais je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que ça ouvre des perspectives pour proposer des aides pour libérer du temps médical. Et là, dans les temps de pénurie qu'on subit, en particulier en France, le temps médical, surtout sur du temps qui est à faible valeur ajoutée d'un point de vue intellectuel, si c'est purement administratif ou des choses comme ça, si ça peut nous aider, ça serait merveilleux, quoi. Donc c'est ça qu'il faut essayer de développer plus que de fine-tuner des med-palm à bloc. Je pense que c'est surtout ça qui serait pertinent pour les médecins. Guillaume, tu voulais compléter ? Non, c'est bon, je passe pas sur ce sujet-là. Non, excellent. On continue, du coup, Guillaume. Est-ce qu'on a fait le tour d'ailleurs de nos sujets médecine ? Écoute, oui, de toute façon, je vais pas être mieux placé que notre invité pour en parler. MedAlpaca, tu avais testé MedAlpaca, mais c'est un petit modèle, donc MedAlpaca, c'est un petit modèle. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un petit modèle. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que quand même, il y a beaucoup d'hallucinations. Et surtout, moi, ce qui me gêne, c'est que là, MedAlpaca, c'est sur un serveur privé, donc ça va. Mais sur ChatGPT, j'ai de plus en plus de patients qui s'auto-diagnostiquent avec ChatGPT, ou en tout cas qui viennent avec un pré-diagnostic chez le médecin. Alors, deux choses, hein. S'il vous plaît, vraiment, ne faites pas ça. C'est dangereux parce que les hallucinations sont quand même assez légion. 2, vous risquez quand même d'énerver un petit peu le docteur que vous avez en face de vous qui va se rendre compte que vous avez utilisé ChatGPT. Et puis 3, d'un point de vue purement pratico-pratique, quand même, ça devrait vous soulever un petit sourcil d'un point de vue vie privée et gestion des données, hein, parce que tout ça c'est mangé par OpenAI, donc à savoir ce qu'ils en font derrière et ce qu'ils savent sur vous, puisque vous vous loguez quand vous utilisez ChatGPT notamment. Donc ça, vraiment à réfléchir, à mon sens. Oui, et puis moi, quand j'ai vu apparaître MedAlpaca, MedAlpaca, c'est un modèle qu'on peut utiliser effectivement sur son ordinateur. Donc c'est vraiment c'est un dérivatif de Llama, d'Alpaca. C'est un lama qui a été surentraîné avec les trucs d'Alpaca et du contenu médical. Mais le truc, si tu veux, c'est que moi, ça m'avait fait carrément peur parce que je me suis dit, mais attends, combien de gens vont télécharger MedAlpaca en se disant, ça y est, j'ai un tout bip sur mon disque dur et je vais l'utiliser pour diagnostiquer des trucs. C'est pas sérieux. Mais c'est beaucoup trop léger. Alpaca, c'est un 13B, c'est un tout petit modèle. En plus, c'est... je veux dire, ça a été fine-tuné, même pas vraiment par des professionnels. Enfin, je veux dire, ça a pas été validé, c'est dangereux. Enfin, MedAlpaca, moi, c'est un truc, ça fait partie des trucs qui est complètement inaccessible, que n'importe qui peut utiliser et qui me font limite peur. Hein. Tu vois, justement, on parlait de régulation. Je pense que c'est là-dessus qu'il faudrait, pour le coup, arriver à poser une régulation très directe et très évidente. Pour des pros, pour des gens qui savent ce qu'ils font. Oui, justement, c'est le principe de réguler. C'est justement de limiter l'accès et la disponibilité des outils aux sachants, quoi. Parce que toi, Steph, tu sais quand il dit des conneries. Ouais. Enfin, je sais. C'est moi, non. Et encore, j'allais dire, est-ce que tous les Steph savent éperdument quand les MedAlpaca vont raconter des conneries? Parce qu'il y a quand même des domaines d'expertise très différents. Il y a des trucs qui peuvent être très convaincants, très justes, très faux. C'est pour ça que même moi je me fais avoir. En fait, des fois il est extrêmement convaincant dans sa façon de parler et dans sa façon de présenter le problème, mais il faut pas hésiter à le questionner en disant c'est quoi tes sources, d'où ça vient. Moi j'ai des patients qui viennent me voir en se faisant des diagnostics mais sortis d'outre-tombe, des trucs des trucs de médecine interne. Là tu parlais de Good Doctor et de Dr House, ça me faisait assez marrer parce que c'est exactement ça, quoi. C'est des diagnostics de médecine interne qui sont quand même rarissimes et en fait le problème c'est qu'après ils sont convaincus que c'est ça. Donc on passe plus de temps à justifier du fait que c'est probablement pas ça que de faire une vraie consultation qui va finalement rassurer aussi le patient pour essayer d'éliminer les cas peu probables, quoi, de diagnostic. Ouais. Je confonds peut-être, mais il y a une loi, enfin il y a un principe qui a été énoncé qui explique à quel point il est beaucoup plus difficile de démonter une affirmation, une fake news, que de la rendre disponible et la rendre crédible. Voilà, je pense que c'est très vrai. Ça doit être l'enfer quand même, hein, quand tu es médecin et que tu vois quelqu'un devant toi et qui dit si non mais je sais, vous inquiétez pas, j'ai déjà fait un pré-diagnostic, on va gagner du temps. L'ultime question, Steph, là-dessus, c'est la médecine est aussi parfois un sujet qui est pas évident
notamment sur certaines frontières avec des médecines alternatives, avec des thérapies qui sont sujettes parfois à caution. Est-ce que ces modèles de langage-là, ils accentuent pas ça aussi, c'est-à-dire la visibilité de ces médecines alternatives? C'est exactement le problème. Voilà. Est-ce qu'il y aurait un alpaca druidique? C'est homéo alpaca. Tu vois, il y a celui-là aussi, hein. Donc, oui, effectivement, c'est-à-dire qu'en fait, il y a certains patients qui viennent en me disant, il me note, ChatGPT me note que ce médicament homéopathique est utilisable dans ma pathologie. Donc après, c'est compliqué parce que sur tout ce qui est homéopathie, il y a quand même assez peu d'études, en tout cas sérieuses, sur le sujet. Donc va le démonter, quoi, l'article, l'argument. Donc c'est un réel sujet, hein. Sincèrement, c'est un vrai sujet. Et encore une fois, Guillaume en parlait très justement. Il y a quand même un manque très criant de médecins. Donc la difficulté, c'est que les gens ne le font pas exclusivement pour embêter les professionnels, c'est qu'ils n'y ont pas accès, hein, tout simplement, et que pour la plupart, c'est quand même le seul recours qu'ils aient. Et c'est inquiétant de voir que c'est un modèle de langage qui n'a, encore une fois, je le rappelle, hein, enfin je me permets de le rappeler, mais aucune forme de réflexion, hein. Il ne fait qu'associer les mots les uns derrière les autres d'un point de vue statistique, mais il n'y a pas de réflexion derrière. Il peut être pertinent sur certains points. C'est pour ça que ça peut être une aide pour les médecins pour faire gagner du temps sur certaines choses, mais pour les patients, se baser dessus d'un point de vue purement diagnostique, c'est aller au-devant de gros problèmes, je pense. Bon, écoute, on a fait le tour. Je m'interrogeais aussi, mais on va peut-être aller sur des terrains qui vont nous amener à un épisode beaucoup trop long, mais dans quelle mesure on devrait pas assimiler ça à des simulateurs, parfois, parce que peut-être que dans l'inconscient collectif, un simulateur, on est conscient de ses imperfections, mais je suis pas certain de ma réflexion. On l'affinera pendant cet été et on reviendra dessus à la rentrée plutôt. On va terminer cet épisode de Tech Café avec un sujet quand même que vous attendiez, qu'on traite, je n'en doute pas une seule seconde. C'est un nouveau réseau social. Alors oui, quand on travaille dans le domaine du réseau social, c'est pas tous les jours qu'il y en a un nouveau qui arrive à en plus embarquer beaucoup de monde. C'est le cas de Threads qui est le nouveau réseau social par Meta, qui est un clone, on va dire, de Twitter, mais appuyé sur Instagram. On avait dit que ça allait arriver, et ça y est, c'est dispo. Alors pas partout, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que ça cumule déjà 100 millions d'utilisateurs, Guillaume. Et oui, après tout ça, voilà, on peut passer à ce qui est sur Internet, apparemment la grosse news de la semaine, c'est l'essor de Threads, évidemment. Donc on avait déjà annoncé la semaine dernière que ce rejeton d'Instagram, en fait, allait être lancé par Meta aux grandes dames d'Elon Musk. Et oui, une occasion de faire un interlude d'expression désuète. Mais là, ça va être super vite fait parce que aux grandes dames, ça vient du latin damnum, en fait, comme damner, c'est-à-dire préjudice, quoi. Damnum, c'est le préjudice. Donc c'est au grand préjudice d'Elon Musk et à son détriment. Et à son détriment, il est grand, hein, puisque Threads vient de passer le cap des 100 millions d'utilisateurs. Une ascension véritablement météoritique. Hein. Ce météore aura-t-il raison du dinosaure Twitter, hein, pourrais-je m'interroger si j'osais filer une métaphore beaucoup trop journalistique? C'est pas complètement certain, parce que Twitter avait quand même, disons, dans les 260 millions d'utilisateurs, peut-être en 2022, un truc comme ça, et je pense pas qu'il en ait déjà perdu en gros tiers en une semaine, donc en réalité, Threads reste un service connexe à Instagram. Je suis pas sûr qu'il en ait cumulé beaucoup non plus ces derniers mois, mais bon. Dans tous les cas, là, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens d'Instagram ou qui sont déjà dans l'univers méta, donc dans le métaverse, qui passent donc directement sur Threads. Hein. Threads n'a pas complètement la même cible d'ailleurs que Twitter, puisqu'Adam Mosseri assure que cette nouvelle plateforme n'est pas là pour se prendre la tronche sur la politique ou l'actualité en général, donc voilà, c'est dire. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est le réseau social qui choisit ce genre de choses. C'est pas du tout les utilisateurs qui l'exploitent. Dans tous les cas, ils poussent pas les actus et les trucs. Bien sûr. Alors, d'ailleurs, du coup, qu'est-ce qu'il y a dessus? Pour le moment, principalement, on te pousse du contenu d'influenceurs, de marques et de célébrités. Ça, c'est assez vrai. Il n'y a pas encore de pub, mais ça va venir. Et de toute façon, les marques sont déjà là pour préparer le terrain. Hein. Oui. Donc, on verra à quel point Threads pourra rester dans l'entertainment le plus inoffensif à l'approche des élections américaines. Ça va être intéressant. Pour le moment, ça part fort. Donc, Mosseri et Zuckerberg ont de grandes espérances pour ce réseau, puisqu'ils veulent plus d'1 milliard d'utilisateurs, et peut-être qu'à ce stade, effectivement, il aura asséché complètement son concurrent. Alors, honnêtement, je suis assez peu passionné ou impressionné par le sujet, parce que franchement, si l'alternative à Twitter, c'est Meta, merci, mais non merci. Tu vois, si le futur d'Internet, c'est de passer d'une plateforme foireuse avec un historique de fail sur la sécurité des données et la modération, à une plateforme qui est encore beaucoup plus grosse et bien pire avec un historique calamiteux, c'est assez consternant, en fait, hein, parce que
on parle de passer de Twitter à Facebook, en vrai. Celui-là même qui a eu sa rubrique scandale Facebook de la semaine pendant des mois, il croyait pas que ça allait changer le moins du monde. Pourquoi Threads, bizarrement, n'est pas disponible en Europe? Adam Mosseri évoque un souci avec le DMA. Tu m'étonnes. Déjà, de toutes les applications wannabe concurrentes à Twitter, c'est de très loin celle qui collecte le plus de données personnelles, en quantité et en qualité. On peut le voir sur la page de l'App Store déjà, et on peut le voir aussi sur la page d'aide d'Instagram liée à Threads. C'est sûr. En substance, ça va être pareil que pour les autres applis Meta. Donc ça veut dire qu'il va collecter tes infos financières, ta géolocalisation, tes contacts, les infos sur tes contacts, tes infos personnelles, ton adresse, ton numéro de téléphone, ton historique de recherche, de navigation, ton historique d'achat. Il accède à tes photos, à tes fichiers, il accède aux infos de santé, de fitness, et même des informations sensibles. Et quand on parle de ça, on parle de trucs comme ton orientation sexuelle, ta religion, tes opinions politiques, etc., etc. Donc, non seulement Threads de base est bien invasif comme on aime, mais en plus, toutes les données collectées par Threads peuvent être croisées avec celles de Facebook, Instagram et WhatsApp, pour atteindre un niveau de pistage absolument record. Mais justement, ce croisement de données est interdit par le DMA. D'où probablement la friction qu'on sent à l'entrée sur le marché européen. Par ailleurs, le fait que Threads soit associé à un compte d'Instagram, d'ailleurs qu'on puisse pas le virer indépendamment, pourrait être aussi vu comme une forme de favoritisme lié à la dominance de la plateforme, ce qui est aussi problématique dans le cas du DMA. Mais bon, en fait, c'est fou parce que je lis partout sur Internet, je vois partout des tutos sur comment installer Threads malgré tout. Parce que c'est pas en France, mais comment l'installer quand même. Mais non, je dis non, le faites pas. Threads est hyper invasif, comme Meta / Facebook, l'a toujours été. Et la différence avec les autres applications que vous pouvez utiliser en lieu et place de Twitter, elle est majeure. Prenez Blue Sky. Blue Sky ne collecte que très peu de choses. Prenez Mastodon, il ne connecte rien du tout. Donc, si râler sur Twitter, que Twitter ça devient n'importe quoi, c'est pour se jeter dans les bras de Facebook, tant pis quoi, tant pis pour Internet en fait. Moi voilà. Tu t'en doutes, j'ai évidemment expérimenté le sujet et je me suis évidemment jeté sur ce nouveau canal en tout bon influenceur que je suis. En fait, c'était un acquis pour moi depuis des mois que c'est un petit peu ce qui risquait de se passer. Donc je suis pas trop surpris, mais tu fais bien de le rappeler. Et effectivement, je pense que le premier message à dire quand on constate le fait que Threads n'est pas dispo en Europe, c'est probablement de se dire pourquoi est-ce qu'il n'est pas dispo et est-ce qu'il faut absolument à tout prix l'installer. Ça, tu as raison de le rappeler. Maintenant, au-delà de ça, c'est un outil qui est hyper intéressant pour moi, qui évidemment travaille dans le domaine des réseaux sociaux, et puis la volonté d'expérimentation est forcément la plus forte. Je trouve que l'outil, dans moi, l'usage que j'en fais, me plaît, mais je suis très conscient que ça va me plaire quelques mois, et ça me plaira un petit peu plus quand il y aura des fils qui seront un peu moins algorithmiques, parce que pour l'instant, il n'y a même pas de fil abonné. C'est-à-dire que vous avez forcément un fil algorithmique qui est vraiment pas clair, et on s'y paume vraiment beaucoup. Donc ça, je pense qu'ils vont très très vite le corriger, mais derrière je sais très très bien ce que va devenir ce réseau social, et il y a fort à parier évidemment, surtout s'il grandit, qu'il va y avoir la monétisation, et qui dit monétisation dit tout ce qui va avec. Ça, on est très conscient, et au fond je suis très content, moi à titre individuel, je suis très enthousiaste, mais je suis vraiment très triste pour Mastodon, parce que je reconnais que moi-même dans mes usages sur ces derniers jours, je joue avec ce nouveau jouet, avec Threads, et avec lequel je joue moins, avec Mastodon. Et tu vois, cette fameuse paresse intellectuelle dont je parlais quand on voyait Mastodon revenir, je ne me situe pas au-dessus de la mêlée, quoi. Je reconnais que moi-même je suis un humain très faible sur ce sujet. Donc je suis très content, Guillaume, que tu portes la caution et la casquette de la responsabilité dans cet épisode pour nos auditeurs. Steph, quelle casquette tu empruntes de ton côté sur Threads? Alors, moi, je suis pas du tout influenceur. C'est les réseaux sociaux. Je suis pas. C'est vrai. T'es casquette Guillaume à la base, donc. C'est ça. Par contre, le succès de Threads, ça m'étonne pas, compte tenu des dernières performances du réseau d'Elon. Voilà. Par contre, la vitesse d'adoption, ça me surprend sincèrement. En particulier, le fait que ce soit plus rapide que ChatGPT. Parce que ce dernier, il avait au moins l'attrait de la nouveauté, ce qui est absolument pas le cas ici. On est quasiment dans un mécanisme de quasi-plagiat. Moi, je suis pas d'accord beaucoup avec Elon, mais là, pour le coup, je trouve qu'il a pas tort sur la partie plagiat de l'application. Ouais, c'est compliqué, je trouve, d'assimiler ça malgré tout à un plagiat. Alors, tiens, justement, Guillaume, peut-être que tu voulais compléter, notamment sur le terrain juridique, peut-être, de la sortie de Threads, non? Oui, alors terrain juridique, c'est beaucoup dire, parce que voilà, évidemment, en plus là, désormais, quand on parle de Zuckerberg, c'est dur de pas parler d'Elon, et inversement, tu sais, c'est devenu un couple star des médias, désormais.
Et donc cette semaine, Twitter est revenu sur sa décision d'ailleurs absurde de couper l'accès à ceux qui n'étaient pas inscrits. Alors apparemment c'était une mesure d'urgence, voilà, c'était temporaire. Donc alors pour moi ça marche toujours pas, mais bon, dernière fois que j'ai testé, mais en tout cas. Et donc on se dit que peut-être les choses rentrent un minimum dans l'ordre, même dispersées. Mais non, rassurez-vous, ça continue à partir en couille dans tous les sens, il n'y a pas de problème. Twitter veut devenir un hub incontournable de la pub pour les grandes marques. Et t'as vu qu'il y a eu des pubs qui buggaient complètement pour les plus gros clients, puisque celles d'Amazon et de Sky se sont même pas affichées comme il faut. Donc il y a un gros logo avec le petit oiseau à la place de la pub pour Amazon, donc un gros bug qui a dû faire recracher son Starbucks à Linda Yaccarino, qui suce son Oyo pour attirer les annonceurs en ce moment même. Donc Musk de son côté est bien occupé à lancer un nouveau procès contre le cabinet d'avocats qui l'a forcé à racheter Twitter, et aussi effectivement à menacer Meta de le traîner devant les tribunaux parce qu'il a copié son service. Bon, Elon, lui, affirme que ce sont des ex-employés de Twitter qui ont été embauchés par Meta pour créer une pâle copie de son réseau fétiche en utilisant leurs connaissances, qui sont donc ni plus ni moins que des secrets industriels. Alors c'est sûr que des employés de Twitter à la rue, c'est pas ce qui devait manquer pendant des mois, d'ailleurs. Par contre, c'est pas sûr qu'il soit nécessaire d'avoir connaissance des secrets industriels de Twitter pour en créer un clone. Étant donné que c'est pas non plus si sorcier que ça, et qu'il en existe d'autres de multiples, et qu'il y en a eu déjà plein. Mais il faut juste déjà le réseau de Trump, Truth Social, c'est un clone de Twitter déjà de base. Il n'a pas eu besoin d'ingénieurs de chez Twitter, juste du code source de Mastodon. Donc il faut pas attendre trop d'actions de cette menace, parce que bien sûr, Meta dément avoir employé des gens de chez Twitter, parce qu'ils ont quand même dû prévoir le coup, j'imagine. Prouver que ce sont effectivement des gens de chez lui, en utilisant des bouts de code de chez lui, qui ont réussi, et c'est avec ça qu'ils ont créé Threads, ça me semble vraiment coton de faire ça devant les tribunaux. Bon, je pense que Elon aussi est conscient que c'est compliqué, donc du coup, à défaut, il traite Mark Zuckerberg de cocu. C'est véridique. C'est noyé dans la litanie sur la collecte de données, sur tous les problèmes de Threads, qui sont en partie vrais d'ailleurs, sur la censure au service du gouvernement communiste, de Facebook. Et évidemment, il a traité aussi de loser du métavers. Et donc, il a vraiment tweeté Zuck is a cuck. Voilà, et ensuite il a proposé un mesurage de bits, littéralement. J'arrive pas à croire que je dise ça. J'arrive pas à croire que je dis ça, mais c'est véridique. Donc voilà. Alors Zuckerberg le prend plutôt bien. Il faut dire que la dynamique de Threads le rend plutôt optimiste, je pense. Mais voilà, on en est là, quoi. Je sais pas si on touche le fond ou si on va encore être surpris, mais bon. Ultime conclusion sur Threads, Steph, ou est-ce qu'on passe aux jeux vidéo? Non, Très bien. On passe au dessert pour cet épisode de Tech Café. On va parler un petit peu de jeux vidéo. On parlait d'affrontements juridiques, un petit peu de nouveau dans la volonté de rachat par Microsoft, de Blizzard Activision King, Guillaume. Oui, écoute, voilà, c'est tombé aujourd'hui, c'est même tombé ce soir, la juge Jacqueline Scott Corley a pris le parti de Microsoft dans l'affaire qui l'opposait à la FTC. Donc ça veut dire que globalement il n'y aura pas de suite et que du coup, les États-Unis ne bloquent pas la fusion Activision Blizzard King à 70 milliards de dollars. Donc en gros, la juge a été convaincue par les arguments de Microsoft, alors même elle écrit. Donc elle a donné une raison, ça fait 50 pages, j'ai absolument pas tout lu, mais voilà, un des principaux... tu dis que t'as tout lu, vas-y. Un des principaux passages, c'est qu'elle dit, Microsoft s'est engagé par écrit publiquement à maintenir Call of Duty sur PlayStation pendant 10 ans, à parité avec Xbox, il a conclu un accord pour amener Call of Duty chez Nintendo, plusieurs accords pour les jeux dans le cloud, etc. Et en fait... Finalement, elle s'est aussi appuyée sur Minecraft, qui est resté multiplateforme, effectivement, pour dire que, globalement, elle croyait pas que ce soit un vrai problème, et donc, c'est clair du côté des États-Unis, et en fait, c'est bon partout, sauf en Angleterre. Donc le truc, c'est que les Anglais sont complètement isolés et qu'apparemment, il semble que les régulateurs anglais aient accepté une nouvelle négociation avec Microsoft, et donc ils pourraient en sortir quelque chose au mois de juillet, ce qui fait que, a priori, selon toute vraisemblance, oui, la fusion va se faire, donc on va aboutir à des niveaux de concentration absolument jamais vus dans l'industrie du jeu vidéo, puisque ça semble bien parti pour Microsoft de racheter un des plus gros, si ce n'est le plus gros éditeur de jeux vidéo au monde. Concentration, il n'empêche que ils restent troisième derrière Sony et Nintendo. Donc est-ce que ça va être suffisant pour les faire monter dans le classement? Je me rends pas bien compte, moi, en fait, mais bon.
Ça va donner une valeur, c'est évident que ça va donner une valeur au Game Pass qui est encore plus énorme, enfin je veux dire. C'est vrai. On verra si l'avenir confirme en tout cas ce succès. Bon, on peut leur souhaiter quelque part. Et on peut le souhaiter peut-être pour les joueurs en fait, parce qu'accéder à plein de jeux vidéo pour pas trop cher, c'est aussi quelque chose de bien. Si ça pénalise pas la création du jeu vidéo, on peut voir ça avec le verre à moitié plein. Alors, on continue avec un peu d'infos du côté de Sega, Guillaume. Oui, justement, 272 pages ou presque d'excès de confiance. Que tu as tout lu. Bien entendu, religieusement. C'est ce qui ressort du PDF compilé par Sega Retro et qui contient des informations déclassifiées sur la boîte dans les années 90. À la grande époque de la Saturn, quand le PDG de Sega pensait vraiment qu'ils allaient tuer Sony. Et oui, l'avenir lui donnera pas complètement raison. Alors, pour être juste avec lui, ça partait pas mal. Parce qu'au Japon, c'est vrai que la Saturn s'est pas mal vendue. Elle a démarré très fort, en fait, parce qu'elle a été portée par Virtua Fighter en particulier. Mais les soucis sont vite arrivés. Les jeux ont pas suivi, ils ont été décevants devant les versions PlayStation, parce que, la Saturn, elle est plus difficile à programmer que la PlayStation. Donc, en plus, je crois que la Saturn est partie très chère, mais elle a descendu de prix assez rapidement, en fait, pour concurrencer la PlayStation, et du coup, elle s'est vendue à un prix qui était vraiment très contenu, et ça a coûté cher à Sega, en fait, parce que Sony, lui, a gardé des marges assez importantes, et donc c'était pas évident. En plus, l'image de marque des consoles Sega avait déjà été un peu écornée par les 32X et les Sega CD, qui faisaient un peu figure de cache-misère, et qui ont pas eu beaucoup de jeux mémorables. Donc voilà, ça formait de petits détails sur les pubs, les comparatifs avec la concurrence. C'est une sorte de site de fouille archéologique pour tout archéologue vidéoludique, tout simplement. On termine et puis on fera réagir Steph sur la rubrique jeux vidéo dans son entier s'il le souhaite avec une PS5 nouvelle version qui pourrait arriver cette année. Guillaume, peut-être même une Switch 2. Voyons, oui, quand même, j'espère même. Non, en fait, il y a encore et toujours, dans le cadre du procès de l'audition FTC versus Microsoft, qui est donc fini, et donc on n'aura plus des informations croustillantes toutes les semaines, c'est vraiment dommage. Donc on apprend quand même que le papa de la Xbox pense que une PlayStation Slim, une PlayStation 5, évidemment, Slim, est prévue pour cette année, voire pour septembre. Donc l'idée, ça serait de remplacer les deux versions de PlayStation 5 actuelles avec une PS5 Slim et un lecteur de disque externe qui serait détachable et qu'on peut acheter à part. Donc elle coûterait $400, c'est un petit peu moins que la All Digital actuelle, si je dis pas de bêtises. Bon, donc on sera vite fixé. Donc concernant Nintendo, il y a eu aussi quelques fuites pendant le truc, on n'a pas tout relevé. Bon, de toute façon, très honnêtement, elles sont extrêmement peu étonnantes en réalité, puisque la Switch 2 serait une convertible, plus puissante et rétrocompatible avec la Switch. C'est pas vrai. Le compte Nintendo sera aussi cross-console et cross-génération. C'est pas vrai, comme tu dis, toutes ces surprises, moi non plus, je m'en remets pas. Et oui, donc la Switch 2 serait une Switch, avec la puissance d'une PlayStation 4, en gros, ce qui lui permettrait d'avoir son Call of Duty à elle, comme une grande. Et donc oui, Nintendo se félicite d'avoir inventé le compte universel qui marche sur plusieurs consoles, un truc que Microsoft a depuis à peu près 15 ans. Mais bon, chacun avance à son rythme, on juge pas. Très bien, merci Guillaume. Steph, est-ce que tu avais une remarque sur ce qui vient d'être déroulé ou une ouverture dans le domaine des jeux vidéo? Alors, remarque très rapide, j'ai hâte de voir le Game Pass quand même, parce que j'ai envie de dire, s'il y a tous les jeux Blizzard dessus, ça va commencer à être un sacré bon deal. C'est pas pour faire le vieux con, mais rappelez-vous qu'à nos époques, acheter un jeu vidéo, c'était aux alentours de 90 €, enfin l'équivalent, et on en avait un par an, quoi. Ouais, absolument. Là, pour 10 à 12 € par mois, on en a l'équivalent d'une vie entière. Donc, ouais. C'est clair, si jamais tu te retrouves avec World of Warcraft, etc. Je suis pas sûr qu'ils intègrent tout quand même. Oui. Mais ça va augmenter parce que déjà ça a commencé à augmenter et je suis curieux de voir jusqu'où ça va aller parce que il va falloir rentabiliser à un moment donné. C'est ce que je me dis. Et même à 20 € par mois, ça reste quand même un super bon deal. Enfin, si on est un minimum. Ça reste un bon deal pour beaucoup de joueurs, mais est-ce que pour les foyers du grand public, c'est pas un seuil qui devient un petit peu trop costaud, surtout avec la conjoncture? Et c'est pour ça, Guillaume, que je réagissais en disant que ça va faire un niveau de concentration, alors qui est pas discutable, il est factuel. Mais est-ce que, d'un point de vue commercial, ça va se concrétiser par une hégémonie de Microsoft dans le domaine du jeu vidéo? C'est pas gagné encore, ou en tout cas pas à court terme. Mais... Non, parce que l'image de PlayStation est extrêmement puissante, surtout en Europe en fait.
Même en France, PlayStation, c'est grâce aux exclusivités d'ailleurs. Hein. Enfin, Oui. Enfin, grâce à l'histoire aussi, de PlayStation. Mais bon, là, il faut quand même voir que on est quand même passé à un niveau qui est monstrueux, où on rachète des éditeurs, on rachète plus des studios, on rachète des éditeurs, et puis on rachète les plus gros éditeurs du monde. Et que Xbox, c'est peut-être devenu le plus gros éditeur de jeux vidéo du monde avec cette histoire. Hein. Ils ont racheté ZeniMax avant, ils avaient déjà plein de studios avant. On les a racheté un truc à 70 milliards de dollars. Je veux dire, il y aura probablement d'autres rachats, si tu veux, après ça, parce que ça a initié aussi une dynamique de consolidation. Hein, voilà. Oui, d'autres rachats, pas forcément par Microsoft, c'est ça que tu veux dire d'ailleurs. Par Microsoft aussi, et pas que par Microsoft. Et effectivement, Cassim parlait de cette espèce de consolidation monumentale qui avait commencé là, et enfin, le problème, si tu veux, c'est que là, on est sur du financier, en fait. On est sur du purement financier, parce que vu les prix que ça commence à atteindre, je veux dire, là, on est on est vraiment dans un niveau, si tu veux, où pour exister, il faut avoir une puissance financière comme celle de Microsoft, qui est une des boîtes les plus riches du monde. Donc ça a quand même changé. Sony est pas du tout dans ces trucs-là. Sony a beaucoup d'argent, mais il est pas du tout aussi riche que Microsoft, très largement pas. Donc je sais pas trop, ça va être compliqué. Hein. L'éternel sujet, c'est est-ce que l'argent fait tout quand on voit qu'un Nintendo n'a pas eu besoin, tu vois, lui de son côté, de racheter et de grossir pour arriver à avoir des arguments dans le temps. À voir. Merci pour cette revue. Steph, du coup, c'est bon pour toi ? C'est très bien. Parfait. Merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode de Tech Café qui symboliquement clôt un petit peu cette saison, même si vous l'avez compris, ne vous désabonnez pas tout de suite du podcast pour l'été pour gagner de la place dans votre smartphone parce qu'il y a plein de choses qui arrivent, un entretien un peu fleuve que j'ai fait avec Romaric Briand qui est créateur de jeux, qui est peut-être un des premiers ambassadeurs du mot myriage et qui a été très sensible à ce qu'on racontait dans Tech Café autour de l'intelligence artificielle. Donc on a discuté longtemps et ça a permis de construire 3 épisodes que vous allez avoir cet été. Vous le savez aussi si vous écoutez de Tech Café depuis pas mal d'années qu'il y a un exercice imposé maintenant chaque été et on ne s'est pas soustrait à l'exercice cette année encore. Et puis il y a l'épisode évidemment supplément qui arrivera en fin de semaine. De quoi vous accompagner sur la plage, à la montagne, chez vous ou peut-être au travail si vous faites partie des chanceux qui continuent à travailler dans des environnements un peu plus cool l'été. Merci en tout cas infiniment pour votre fidélité. Si jamais vous trouvez que Tech Café a, durant cette saison, rempli son rôle de vous informer de manière un peu fun, un peu originale et surtout qui vous s'inscrivent dans votre quotidien de manière pratique, n'hésitez pas à nous évaluer sur les apps de podcast et à venir nous soutenir sur patreon.com/techcafé. Toutes les infos sont également sur techcafé.fr. Vous n'avez aucune excuse pour retrouver les liens précieux, y compris les liens les plus précieux qui soient, à savoir là où on peut nous retrouver à titre individuel. Steph, est-ce que tu vas pouvoir dire aux auditeurs où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, je pense qu'on va me retrouver chez Guillaume Pogjaspala pour l'aider à ajuster son Apple Vision Pro dans sa chevelure foisonnante sous ton œil hilar, Guillaume. Parfait, vous m'enverrez une vidéo de cette excellente mise en situation. Merci beaucoup, Steph. Guillaume, même exercice, est-ce qu'on peut te retrouver enfin, peut-être cet été, quelque part ? Tu fais un roadshow, un summer tour. Le problème, c'est que justement, cet Apple Vision Pro, je vais pas le garder longtemps parce que c'est l'été, il fait chaud, à mon avis, je vais transpirer des yeux, ça va pas me plaire. Quelque chose me dit que tu préféreras en plus le revendre d'occasion pour acheter d'autres choses qui seront peut-être encore plus utiles. Merci Guillaume, je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr, même sur Threads, même sur Mastodon, même sur Instagram, même sur LinkedIn, vous me retrouvez partout. Et vous me retrouvez donc très prochainement dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous et bonnes vacances évidemment. Bonnes vacances.